Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire organisé par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, durant lequel nous allons vous parler de la législation, mais aussi de la prévention des risques psychosociaux et musculosquelettiques dans le cadre du télétravail. Mon nom est Aurore Massard et je suis au sein du SPF Emploi, directrice générale en charge de l'humanisation du travail. Avec toute mon équipe, un de nos maîtres mots est le bien-être au travail, un thème plus actuel que jamais au vu de la crise sanitaire que nous connaissons maintenant depuis 1 an. Ce webinaire a déjà été organisé pour le public néerlandophone au début de ce mois et a accueilli plus de 700 participants. Il en est quasi de même pour cette session francophone avec plus de 630 participants inscrits, ce qui nous montre, ou en tout cas nous démontre, l'importance du sujet, mais aussi la nécessité d'organiser ce webinaire. Nous espérons qu'à l'issue de cette matinée, nous pourrons répondre à une grande partie de vos questions, mais aussi vous inspirer à aborder le sujet du télétravail plus concrètement sur votre lieu de travail. Quel est le programme de notre matinée? Vous le voyez à l'écran. Tout d'abord, le ministre du Travail, Pierre-Yves Dermagne, a d'abord tenu à nous laisser une petite vidéo pour introduire ce webinaire. 3 orateurs se succéderont ensuite. Alain Piette, dans un premier temps, qui nous présentera la législation et les outils mis à disposition par le SPF Emploi. Nathalie Coq, ensuite, nous parlera de la prévention des troubles physiques. Et enfin, Noémie Panivieri nous parlera de la prévention des troubles mentaux. Quelques informations d'ordre pratique. Compte tenu des nombreux participants, votre vidéo et votre micro ne sont pas activés. Vous pouvez poser des questions via le chat et après chaque exposé, le modérateur sélectionnera un maximum de questions auxquelles nous tenterons de vous répondre. Dès la fin de ce webinaire, les présentations, c'est-à-dire les PowerPoint, seront disponibles sur le site événements du SPF Emploi. Vous voyez l'adresse à l'écran. Je vous invite également à aller jeter un coup d'œil sur le site BSWIC, le centre de connaissances du SPF Emploi sur le bien-être au travail, où un chapitre distinct a été élaboré sur le télétravail. Celui-ci sera enrichi continuellement, que ce soit à l'issue du webinaire suite aux questions que nous aurons reçues, mais aussi par toutes les initiatives intéressantes, que celles-ci proviennent des régions ou d'autres services publics. Depuis hier, nous avons également lancé une campagne de sensibilisation aux risques psychosociaux via nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, LinkedIn, mais aussi Instagram. Cette campagne a pour objectif d'attirer l'attention des responsables hiérarchiques, des représentants des travailleurs, mais aussi des spécialistes du bien-être, sur le fait que des outils gratuits existent pour les aider et faire face à ces situations. Je vous invite vivement à aller consulter ces outils. N'oubliez pas également de consulter le guide générique, les FAQ, ainsi que les vidéos et les affiches sur le bien-être au travail pendant cette crise sanitaire. Toutes ces informations se trouvent sur le site web du SPF Emploi dans la rubrique Coronavirus. Elles sont mises à votre disposition, ils sont téléchargeables et utilisables tout à fait gratuitement. Mais place maintenant au vif du sujet et au mot de bienvenue de notre ministre Pierre-Yves Dermagne. Bonjour à toutes et tous. Je vous remercie pour votre présence à ce webinaire que j'ai le plaisir d'introduire. Ondertussen zijn velen onder jullie al een jaar aan het telewerken. Ik wil jullie daarvoor bedanken, want telewerk is een zeer efficiënt middel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Malheureusement, la bataille n'est pas encore terminée. Le virus est toujours endémique et nécessite des efforts supplémentaires, y compris dans le milieu professionnel. La mesure du télétravail à domicile prime sur toutes les autres mesures de prévention, puisqu'elle permet d'éliminer le risque à la source en limitant tout risque de contamination sur le lieu de travail. Il s'agit avant tout de protéger les travailleurs eux-mêmes ainsi que leurs familles. Ik ben dan ook verheugd dat de sociaalpartners van de Nationale Arbeidsraad de CAO 149 afgesloten hebben over aanbevolen en verplicht telewerk tijdens de coronacrisis. Het is immers belangrijk om een goede omkadering te hebben voor het telewerk. La convention collective de travail fournit des principes et un cadre de référence afin d'assurer la sécurité juridique ainsi que le bon déroulement du télétravail pour chacune des parties. Daarnaast komt ook het beleid voor welzijn op het werk dat specifiek samenhangt met telewerkaanbod. Tijdens het webinar wordt de CAO 149 in detail
uitgelegd. Il est également important de prendre en considération les conséquences du télétravail à long terme sur la santé physique et mentale. Musculoskeletale aandoeningen en psychosociale klachten namen toe. Voor telewerkers is het ook vaak niet gemakkelijk om het evenwicht tussen werk en privéleven te bewaren. Daarom komen op het webinar 2 specialisten aan het woord. Zij zullen ingaan op de psychosociale risico's bij telewerk en de ergonomie. Ces 2 spécialistes donneront notamment des recommandations pour limiter ces risques en améliorant les conditions de travail du télétravailleur. À l'aide d'exemples pratiques, ils illustreront ce qu'ils rencontrent sur le terrain et apporteront des pistes de solutions, tant au niveau de l'organisation du travail qu'au niveau individuel. Nous ne pouvons pas réellement parler de nouveaux risques, mais d'une amplification des risques déjà connus. Je veux donc plus que jamais conscientiser les acteurs du monde du travail à l'importance d'en tenir compte, de respecter les obligations légales et d'utiliser tous les outils de prévention existants. De fotwerkgelegenheid biedt heel wat gratis tools en sensibiliseringsmateriaal aan, zowel rond psychosociale risico's als rond de preventie van musculoskeletale aandoeningen. Après la crise, le télétravail continuera et chaque entreprise devra s'adapter à cette nouvelle donne. Mais la bonne nouvelle, c'est que les organisations sont souvent capables de faire preuve de résilience et de tirer des enseignements pour faire face à d'autres changements. Enfin, outre le fait que les risques soient exacerbés en télétravail, ce dernier apporte aussi de la satisfaction et il ne faut pas perdre de vue que le travail reste le facteur le plus important dans la prévention des troubles mentaux. De arbeidswereld kan bijdragen aan een verbetering van de huidige situatie met een goed preventiebeleid in de bedrijven en organisaties. J'insiste également sur le fait que le bien-être au travail est et restera une priorité politique pour les années à venir. Nous allons continuer à investir dans la prévention des risques liés au travail avec une approche la plus efficace et la plus durable possible. Ik wens jullie een zeer leerrijk webinar toe. Bedankt aan iedereen. Merci à chacune et à chacun. Eh bien voilà, nous avons tous entendu ce message très porteur du ministre. Nous allons maintenant entrer dans le webinaire en tant que tel. Notre premier intervenant est Alain Piette, ergonome européen et responsable de DIRACT, c'est-à-dire la direction de la recherche sur l'amélioration des conditions de travail au sein du SPF Emploi. Alain va nous présenter les différentes législations applicables dans le cadre du télétravail et notamment la nouvelle convention collective 149 concernant le télétravail recommandé ou obligatoire qui a été conclu au sein du Conseil national du travail le 26 janvier dernier. Il nous présentera également les nombreux outils développés par le SPF Emploi dans le cadre du télétravail. Alain, je te laisse la parole. Voilà, je crois que je suis en direct. Je vais partager mon écran. Télétravail, donc bonjour à tous et à toutes. Le télétravail a un impact important sur le bien-être au travail. Il est souvent vu comme positif, mais cet impact peut aussi être négatif. Et en fait, l'impact positif ou négatif sur le bien-être au travail va dépendre de nombreux facteurs qu'on peut d'une part regrouper des facteurs liés à l'activité de travail et au travail en lui-même, le management, les conditions de travail, la mobilité par exemple, et des facteurs qui vont plutôt être liés à la situation personnelle du télétravailleur, sa situation familiale par exemple, sa personnalité ou sa santé. Et donc le télétravail a été étudié depuis de nombreuses années par des chercheurs, et souvent on arrive à la conclusion qu'il est recommandé de limiter le télétravail à 2 voire maximum 3 jours par semaine. Mais je vais revenir plus en détail sur ce point. Alors, je vais vous parler dans ma présentation assez courte, assez déterminée, de la réglementation et également des outils. Eh bien, j'ai beaucoup de dias, donc j'ai fait beaucoup de dias et je ne pourrais pas aller en détail de toutes ces dias, mais considérez que ces dias qui seront à votre disposition après le webinaire, c'est déjà un premier outil qui permettra de vous y retrouver mieux, notamment les facteurs, donc j'ai dit l'impact sur le télétravail, donc c'est la première dia que j'ai expliqué. Et donc, pour pouvoir vous parler de tous ces points liés au télétravail, nous avons écrit des pages Best Week, qui sont disponibles sur le site bestweek.be. Il y a un nouveau thème sur le télétravail, comme Aurore Massard vous l'a expliqué au début de ce webinaire. Et vous allez voir beaucoup de points. Alors, je vous invite à aller voir ces pages-là, d'être curieux. Il y a beaucoup de recommandations et de conseils, et même des outils pratiques et concrets. Alors, pour le moment, toutes les pages ne sont pas encore publiées.
Il reste encore les modules outils et matériel de sensibilisation à publier dans les jours qui viennent, mais allez voir là, vous aurez des choses très concrètes pour vous aider à mettre en place le télétravail. Alors au niveau de la réglementation, voici les principaux textes qui régulent la réglementation en matière de télétravail. Donc la Convention collective de travail 85 de 2005 organise le télétravail régulier dans le secteur privé. En 2006, il y a un arrêté royal qui a fait pareil pour le secteur public et qui reprend les mêmes principes que la CCT 85. En 2017, la loi sur le travail faisable a instauré ce qu'on appelle le télétravail occasionnel en cas de force majeure ou des raisons personnelles. En octobre 2020, vous le savez tous, il y a eu des arrêtés royaux, notamment un arrêté royal pour des mesures d'urgence contre la crise du Covid-19, qui a rendu le télétravail obligatoire, sauf si, en fonction, il était impossible de le faire en raison de la nature de la fonction notamment. Et donc, si c'est impossible, je vous renvoie vers ce que Aurore Massa vous a dit au début, il y a un guide générique pour pouvoir avoir des mesures de prévention au sein des entreprises. Alors, naturellement, la dernière texte, je vais dire, consacré au télétravail, c'est la CCT 149 qui date de fin 2021, qui est consacrée au télétravail en temps de Covid. Donc c'est celle-là que je vais plus détailler dans ma présentation. Donc cette CCT 149, donc, qui concerne le télétravail rendu obligatoire ou recommandé, a été instaurée naturellement pour les entreprises qui n'ont pas encore instauré de régime de télétravail régulier. Donc celles qui n'ont pas encore utilisé, si vous voulez, la CCT 85 pour le télétravail régulier. Donc c'est bien une convention collective de travail qui est supplétive, qui n'empêche pas, à l'heure actuelle, à des entreprises d'installer un télétravail régulier pour une durée indéterminée via la CCT 85. Maintenant, si on met le télétravail on organise le télétravail par obligation, ici on va se baser sur la CCT 149. Alors il y a beaucoup de principes qui sont repris dans cette CCT 149, qui prendra fin au 31 décembre 2021, mais il y a également un point fort, c'est que ces grands principes doivent être discutés au sein de chaque entreprise, au niveau de la concertation sociale de l'entreprise, ou bien préciser au sein de ces entreprises les modalités plus détaillées, plus particulières, propres à chaque entreprise. Et donc ça va se faire via la concertation sociale, via les comités de prévention, le conseil d'entreprise, via la délégation syndicale, via même la consultation des travailleurs. Tout va dépendre naturellement de la taille de l'entreprise qui est concernée. Alors ces principes, vous voyez que j'ai repris ces différents principes de la CCT 149 et j'ai également fait l'analogie avec la CCT 85. Donc, et beaucoup de ces principes étaient déjà dans la CCT 85 de 2005, mais ils ont été repris dans la CCT 149. Et notamment au niveau des conditions de travail, eh bien, le télétravailleur a les mêmes droits et obligations que s'il n'était pas en télétravail, et il doit être informé de ses conditions de travail spécifiques. Il y a des accords qui doivent être faits, des accords obligatoires qui doivent être faits, notamment pour la mise à disposition des équipements et de l'assistance technique par l'employeur, mais également la prise en charge des frais si le télétravailleur utilisait ses propres équipements. Et aussi pour des indemnités suite à des frais de connexion supplémentaires. Au niveau de l'organisation du travail, le télétravail va rendre l'organisation du travail plus flexible et le télétravailleur va être plus autonome. Mais naturellement, ça doit quand même être cadré quelque part, par exemple dans des modalités d'horaire de travail. Donc ça doit être spécifié ces modalités d'horaire. Et il doit y avoir une même charge de travail et des mêmes critères de résultat que s'il n'était pas en télétravail. Alors par rapport à la CCT 85, il y a des articles qui parlent de la possibilité de contrôle sur les résultats de l'exécution du travail, mais de manière adéquate et proportionnée, en informant le télétravailleur de la manière dont le contrôle est exercé, tout en garantissant le respect de la vie privée et du RGPD. Et moi, à cette possibilité de contrôle, j'ai envie d'associer le mot confiance. La crise Covid a montré que vous pouvez faire confiance à ces travailleurs, et donc le télétravail, ça fonctionne par rapport à ça. Et que peut-être trop de contrôle pourrait nuire à cette confiance. Des données de l'entreprise, notamment, vont être partagées entre l'entreprise et le domicile du télétravailleur, et les domiciles des télétravailleurs. Donc, il y a une certaine protection de ces données de l'entreprise. Donc, il faut informer le télétravailleur sur les règles, les restrictions et les sanctions possibles lors de ce partage de données. Alors, les droits collectifs sont les mêmes que s'ils n'étaient pas en télétravail, doivent être les mêmes. Donc, par exemple, le droit de communiquer avec les représentants des travailleurs. Et tous les éléments discutés au sein de la concertation au sein de l'entreprise doivent être écrits dans une convention, écrite naturellement obligatoire, notamment pour spécifier les modalités d'horaire, les modalités du contrôle des résultats par exemple, et donc de savoir par exemple quand le télétravailleur est joignable ou pas joignable, à quel moment de la journée, de manière à mieux prendre en compte
cette conciliation vie privée, vie professionnelle. Il faut informer les télétravailleurs sur cette politique et notamment sur les mesures de prévention. Vous savez qu'il y a une analyse des risques qui est obligatoire et donc il y a des mesures de prévention qui vont découler de l'analyse des risques au sein de l'entreprise. Et cette analyse des risques doit tenir compte de la dimension psychosociale. C'était déjà dans le code du bien-être, il y a une réglementation sur les risques psychosociaux. Mais par exemple, on a insisté dans la cité 149 sur cette possibilité d'intervention informelle ou formelle auprès du télétravailleur ou bien de la possibilité de consultation spontanée du médecin du travail en cas de problème de santé. Il faut informer du soutien possible du télétravailleur, du soutien qui peut se faire par le supérieur hiérarchique, par des conseillers de pension internes ou externes, par des personnes de confiance, et par quels moyens le télétravailleur peut contacter cette personne de soutien. Si nécessaire, on va adapter le poste de travail, et là je vous renvoie vers la présentation suivante de Nathalie Coq qui vous parlait de l'adaptation du poste de travail avec écran. Il faut également prendre des mesures, parce qu'un des principaux risques du télétravail, bien sûr, c'est l'isolement du télétravailleur. Et donc, il faut vraiment prendre des mesures appropriées pour éviter cet isolement. Et on doit informer, si nécessaire, former sur les modalités, les spécificités du télétravail. Ce n'est pas si évident que ça de passer du jour au lendemain d'un travail de bureau dans l'entreprise à un télétravail à son domicile. Alors, ça c'était pour la réglementation très rapidement. Et j'ai envie de maintenant vous donner quelques recommandations par rapport au télétravail. Tout d'abord, quand on organise le télétravail, je pense qu'il ne faut pas le prendre séparément des autres problématiques qui sont liées à l'entreprise et qu'on appelle les nouvelles formes de travail, les nouvelles organisations du travail, les NUO. Et forcément, le télétravail va avoir un impact sur l'espace occupé dans les open space, puisque si on est en télétravail, on n'est pas dans les bureaux, sur la mobilité. Ce sont les gens, par exemple, qui habitent le plus loin de l'entreprise, qui sont plus demandeurs d'avoir du télétravail. Ça paraît évident, ça va avoir un impact sur la vie privée et professionnelle. Bref, ça a un impact sur différents points. Et je vous conseille d'avoir une vision globale de la nouvelle forme d'organisation du travail que vous voulez mettre en place et qui va inclure ce télétravail. Et ne pas prendre le télétravail isolément. Alors, dans cette page Beswick, dans ce nouveau thème sur le télétravail du site beswick.be, vous allez avoir des recommandations. Par exemple, des recommandations pour le télétravailleur, au niveau de sa sécurité, d'espace de travail qui va s'approprier au sein de son domicile pour pouvoir travailler correctement, de comment se préparer et comment de planifier sa journée de travail, pour adapter son environnement de travail ou son espace de travail, pour installer correctement du matériel informatique que son employeur lui aura fourni. Donc s'il y a un effort qui est fait par des employeurs pour fournir du matériel correct et au niveau informatique, eh bien il serait dommage que le télétravailleur ne l'utilise pas correctement ou ne l'installe pas correctement. Et aussi des conseils pour garder le contact afin d'être isolé, afin d'éviter d'être isolé, et donc garder le contact avec ses collègues et garder ce collectif de travail. Dans cette page, vous trouverez également des recommandations pour l'employeur, naturellement en matière de bien-être au travail, de rappeler les obligations légales sur l'analyse des risques, qui est quelque chose de très important pour déterminer les mesures de prévention appropriées, pour limiter les risques liés à ce télétravail, d'organiser le télétravail, et donc il est fortement conseillé d'y avoir un groupe de suivi au sein de l'entreprise, pour voir un peu l'évolution de comment s'organise le télétravail et d'évoluer petit à petit vers un télétravail le plus régulier possible. La communication, soutenir le management à distance. C'est pas si évident pour un manager du jour au lendemain de devoir gérer une équipe à distance. Donc il y a des méthodes, il y a peut-être des formations qui sont nécessaires à mettre en place. Le matériel est vraiment très important et aussi cette possibilité d'assister les personnes qui seraient en souffrance, de savoir qu'il y a des personnes de contact et qu'il y a par exemple des personnes de confiance au sein de l'entreprise ou des conseillers de prévention, aspects psychosociaux en interne ou en externe qui sont disponibles pour aider les personnes en souffrance. J'ai envie également de vous parler un tout petit peu du management à distance. Et donc, je vous parle d'une recherche qui a été financée par le SPF Emploi et qui s'est terminée l'année passée et qui a déterminé et qui avait pour but de voir l'impact des styles management sur le bien-être au travail. Et donc, il y a 5 styles de management qui ont été identifiés et qui sont classés selon la dimension activité et la dimension personne. Alors, je pense que le schéma suivant est plus clair. Donc, vous avez 5 styles de management. Vous voyez qu'il y a la dimension activité, c'est l'intérêt porté par les managers au résultat, à la production, donc à l'activité de travail, et la dimension personne, qui est plutôt l'intérêt porté aux relations humaines par rapport à ça. Et naturellement, le win-win, c'est ce style que les chercheurs appellent démocratique, qui est des scores élevés dans l'intérêt apporté aux personnes et dans l'intérêt apporté aux activités, avec une dimension reconnaissance qui est aussi importante, de reconnaître le travail, les efforts, et les difficultés que rencontre le télétravailleur.
J'ai envie de dire que c'est important, je trouve, d'identifier dans quel style l'entreprise se situe actuellement, vers quel style elle veut évoluer, avant de vraiment parler de management à distance. Maintenant, vous avez également, comment dire, l'Organisation internationale du travail qui a écrit un guide pratique sur le télétravail pendant la pandémie du Covid et après, et qui donne quelques conseils sur le management à distance. Et forcément, cette communication qui est importante entre le manager et son équipe va dépendre de la fiabilité des moyens électroniques. Et il faut bien être conscient que les problèmes de communication vont augmenter avec le temps. Après 15 jours, 3 semaines, 1 mois, on va communiquer encore assez facilement par les moyens techniques, mais de plus en plus, progressivement, on va moins communiquer, on va donner moins d'informations, on va moins collaborer au sein de l'équipe et on va voir ce collectif qui va se détricoter au fil du temps. Et donc, il faut vraiment que le manager et l'équipe, tous les collègues, fassent des efforts conséquents pour maintenir cette communication, qu'elle soit formelle ou qu'elle soit informelle. Les principaux risques du télétravail, vous en doutez, puisqu'il y aura une présentation sur les troubles physiques, les troubles musculo-squelettiques après moi, et puis sur les troubles psychosociaux, c'est bien les risques psychosociaux et les troubles musculo-squelettiques auxquels on peut ajouter la sédentarité, puisque les gens vont moins se déplacer, moins bouger de chez eux, quelque part en télétravail, et donc cette sédentarité peut augmenter avec une réduction de l'activité physique. Et aussi, on va avoir naturellement des limites de plus en plus floues entre la vie privée et la vie professionnelle. Alors, pour les troubles physiques, il y a des conseils qui sont repris sur la DIA et que je vous laisserai lire à votre aise. Vous allez avoir une présentation après moi, donc je pense que c'est important d'être conscient de ça. Mais si on donne de l'autonomie au milieu du travail, il faut aussi une certaine autonomie du télétravailleur pour adapter correctement son poste de travail à son domicile. Donc pour moi, me permettre de souffler 2 secondes, je vous ai mis la DIA d'où je vous parle. Vous voyez que j'ai essayé d'adapter mon environnement de manière à travailler de manière la plus adéquate possible, en mettant mes écrans en bonne hauteur notamment. Alors pour les troubles mentaux, vous savez qu'on a une réglementation sur les risques psychosociaux, et donc dedans on a regroupé les facteurs psychosociaux en 5 grandes catégories que vous découvrez sur la DIA. Ce que l'on a essayé de faire dans les pages BSWIC, c'est de regrouper les éléments liés au télétravail dans ces 5 grandes catégories, pour pouvoir identifier plus facilement les facteurs psychosociaux, plus en lien avec le télétravail, qui peut avoir une influence sur les troubles mentaux à son domicile. Mais de nouveau, vous aurez une présentation dans le courant de ce webinaire après moi. Alors, il y a un paradoxe avec ce télétravail, c'est qu'il est demandé, il est souhaité par les travailleurs pour avoir une plus grande flexibilité dans leur vie privée quelque part. Par exemple, continuer à travailler quand on a des problèmes de santé, pouvoir s'occuper de ses enfants et les conduire ou les chercher à l'école, par exemple, ou simplement s'occuper de personnes qui ont besoin d'une attention accrue au sein de leur domicile, ou bien pour faire du sport sur le temps de midi ou une autre activité culturelle. Mais on voit que cette flexibilité, au fil du temps, va créer une ingérence de la vie professionnelle dans la vie privée, et des problèmes vont survenir, ceux que j'ai déjà cités. Et notamment, on a par exemple constaté qu'en télétravail, le temps de travail va augmenter pour le télétravailleur. Alors, quelques mots sur l'impact de la crise Covid. Bien, il y a des chiffres qui sont repris sur la DIA qui vous montrent que le nombre de télétravailleurs a fortement augmenté, forcément, puisque c'est rendu obligatoire, et qu'après la crise Covid, il y aura de plus en plus de travailleurs qui souhaiteront faire le télétravail et un plus grand nombre de jours. Alors, il y a un rapport de chercheurs belges de différentes universités, des psychologues, des sociologues, qui montrent que les avantages du télétravail, lorsque c'est rendu obligatoire et que c'est à temps plein, eh bien, tous ces avantages vont disparaître. L'avantage du télétravail sont là, les avantages sont là, lorsqu'on peut alterner le télétravail avec une présence au bureau. Donc, comme l'a dit notre ministre, les risques qui sont bien connus du télétravail ont été exacerbés par les impacts de cette crise Covid et par ce télétravail qui est rendu obligatoire pour tout le monde et à temps plein. Donc il y aura un avant et après cette crise Covid. Mais une leçon à retirer, une des leçons à retirer de ce télétravail obligatoire et cette crise, c'est que trop de télétravail entraîne des problèmes de plus en plus importants. Lorsque je parlais de télétravail auparavant en disant il ne faut pas en faire de trop, souvent les gens ne comprenaient pas. Mais je pense que maintenant, en ayant vécu cette expérience, ils comprennent un peu ce que ça veut dire, ce problème de trop de télétravail. Et donc, on revient avec ces 2 à 3 jours de télétravail par semaine. Combien de jours exactement? Mais ça dépend des nombreux facteurs qui ont été présentés auparavant. Alors, les outils maintenant du SPF Emploi, je pense que le premier outil, c'est la réglementation, le code du bien-être. Je pense qu'elle est encore trop mal connue, elle est encore trop vue comme une corvée, et donc c'est vraiment important d'analyser les risques
et de déterminer les mesures de prévention de manière à limiter ces différents risques. Tous ces outils, tous les outils du SPF Emploi sont sur le site beswick.be, qui est le site de connaissance du SPF Emploi. Il y a différentes thématiques qui sont reprises dedans. Vous voyez que la nouvelle thématique télétravail y est déjà. Il y a des thématiques sur les risques psychosociaux, sur les troubles musculo-squelettiques, sur l'ergonomie, sur le travail avec écran. Donc soyez curieux, allez voir, il y a des vidéos, il y a des brochures, des méthodes qui vous permettent finalement d'analyser les risques et de déterminer des mesures de prévention pour les travailleurs. Alors, le premier outil que j'ai envie de vous citer, c'est un e-learning qu'on a créé en 2019 pour expliquer justement les grands principes de la loi du bien-être au travail, parce qu'on se rend compte que des acteurs importants dans les entreprises, tels que les représentants des employeurs ou les représentants des travailleurs, connaissent encore mal ou pas suffisamment ou pas du tout cette législation bien-être au travail. Et donc, en 5 modules de 20 minutes, donc assez rapidement, de manière didactique, on peut apprendre les grands principes de cette loi du bien-être au travail. Il y a également l'analyse des risques qui est à la base de la réglementation, qui permet de déterminer les mesures de prévention. Il y a une toute nouvelle brochure qui a été publiée au mois de mars 2021, donc tout récemment, et qui a essayé d'intégrer au sein de cette analyse des risques, des définitions, mais également d'avoir une analyse des risques globale qui intègre également les risques psychosociaux et les troubles musculo-squelettiques. Et il y a également beaucoup de liens vers des méthodes pratiques sur cette analyse des risques. Alors concrètement, maintenant sur le terrain, eh bien, dans la stratégie SOBAN de prévention des risques professionnels, il y a un guide de concertation des PARIS sur le télétravail à domicile qui permet une concertation au sein de l'entreprise, au sein de services au sein de l'entreprise avec les travailleurs sur leur travail de bureau et leur travail à leur domicile. Et dans ce guide de concertation des PARIS, il y a également une annexe, une checklist qui permet aux télétravailleurs de pouvoir se poser les bonnes questions quelque part, identifier les problèmes qu'ils pourraient rencontrer, que ce soit des problèmes physiques ou d'autres, ou des problèmes plus psychosociaux au sein de ce domicile, et de pouvoir éventuellement déjà trouver les premières solutions de lui-même quelque part, ou bien d'avoir un document qu'il peut discuter avec quelqu'un de l'entreprise, comme un conseil de prévention interne, pour pouvoir essayer de trouver les solutions ensemble et améliorer ses conditions de travail au sein de ce domicile. Alors, pour les TMS, je reprends, sur le site BC, vous trouverez des vidéos très bien faites qui expliquent vraiment toute cette problématique des TMS. Vous avez également beaucoup de brochures qui ont été faites pour de nombreux métiers, vous avez 36 métiers qui sont représentés. J'ai repris cette dia-là parce qu'il y a une brochure sur le personnel administratif qui peut aider le télétravailleur à adapter correctement son poste de travail. Vous aurez plus d'informations dans la présentation suivante. Alors, vous avez également la page Beswick sur les risques psychosociaux. Et pour le moment, il y a une campagne qui met en évidence tous les outils du SPF Emploi sur les risques psychosociaux. Une belle vidéo qui explique cette réglementation. Et en fait, pour conclure, j'ai envie de conclure parce que je crois que j'étais un peu long, je pense que le cadre législatif, il est clair. Voilà, il est basé sur une concertation, donc sur un accord entre les partenaires sociaux. Et je pense que cette concertation est vraiment primordiale pour déterminer exactement les modalités au sein de chaque entreprise pour avoir un télétravail qui marche, qui fonctionne. Il faut vraiment remettre ce télétravail dans une approche globale des nouvelles formes de travail, nouvelles organisations de travail. Le matériel affûté est essentiel. L'évolution, il faut suivre l'évolution du matériel, mais c'est vraiment essentiel. Il faut bien définir les objectifs, les limites et comment sont évalués le travail qui est réalisé par le télétravailleur. Souvent, le télétravailleur se met trop de pression, se met trop d'objectifs au quotidien et ça peut poser aussi à avoir des problèmes et à augmenter le temps de travail au sein de ce domicile. Le management des communications, je n'y reviens pas, mais c'est vraiment très important pour ne pas perdre ces collectifs de travail qui sont vraiment la richesse des entreprises. Et forcément, l'impact du télétravail, je le répète de nouveau, va dépendre à la fois de l'activité de travail exercée par le télétravailleur, mais également de ses caractéristiques personnelles. Donc en gros, en résumé, le télétravail, cela marche, la crise l'a prouvé. On peut faire confiance aux travailleurs pour travailler correctement et faire un travail de qualité, mais trop de télétravail peut entraîner de grands risques pour les travailleurs. Voilà, je vous remercie. Par rapport à la présentation, donc, qui parlait à la fois de la législation, des recommandations, des différents outils, il y a 3 grands types de questions, je pense, qui interviennent. Des questions sur la convention collective, des questions en lien avec le matériel et des questions en lien avec les frais. Alors, au niveau de la convention, Alain, une première question. Bonjour, si nous avions déjà prévu la possibilité de télétravail occasionnel, pouvons-nous rester dans ce régime ou bien devons-nous nous référer à la convention collective 149 ?
Alors, c'est une question qui est assez juridique, j'ai envie de dire, et je ne suis pas un juriste, mais je pense que les conventions collectives sont là pour vous aider à faire du télétravail de manière avec des bonnes conditions de travail. Alors, si vous aviez la CCT 85 pour le télétravail régulier, j'ai envie de dire que la CCT 149 n'est pas utile pour vous. Pour le télétravail occasionnel, ben, tout dépend comment il était organisé. Je veux dire, si le télétravail occasionnel était organisé sur les mêmes principes que la CCT 85, c'est-à-dire au niveau du matériel, au niveau des conditions et tout ça, je pense que la CCT 149 n'est pas nécessaire. Si maintenant le télétravail occasionnel était un petit peu improvisé quelque part, sans avoir des modalités écrites, par exemple, tout ça, je pense qu'il faut utiliser la CCT 149. Maintenant, on est bien d'accord, ce sont des conventions collectives de travail, ce ne sont pas un texte de loi, ce n'est pas un arrêté royal. L'arrêté royal d'octobre, il oblige le télétravail. Les conventions collectives sont là pour aider les entreprises à faire de la concertation pour organiser au mieux le télétravail. Donc, il n'y a aucune obligation légale, hein, sauf si, dans le futur, cette convention collective serait rendue obligatoire par un texte de loi, hein, par rapport à ça. Ok. Alors, on a une seconde question, toujours en lien avec la Convention collective 149. Permet-elle bien d'envisager un retour au travail limité pour les travailleurs vulnérables, article 15? Ça, c'est un gros problème, parce que naturellement, comme vous le savez tous, les chiffres de la crise Covid ne sont pas bons, ils sont en train d'un petit peu remonter. Et donc, je pense que Noémie en parlera peut-être un peu plus par après, les gens qui ont des problèmes de santé, qui ne se sentent pas bien au niveau psychosocial. Est-ce que c'est bien qu'ils reviennent au travail ou pas, hein? Donc, il y a tout ce débat politique qui est en cours pour le moment. Moi, je me pose la question, j'ai dû revenir à mon bureau de manière exceptionnelle pour un jury. Le bâtiment, il est vide. Les bureaux sont vides. Donc, si quelqu'un se sent isolé à son domicile, je ne sais pas si c'est la bonne chose de le faire revenir dans un bureau qui est vide, où il n'y a aucun collègue par rapport à ça. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de moyens, d'autres moyens pour prendre en charge les personnes plus sensibles, qui auraient des problèmes d'isolement, par exemple. Et ça, je pense que je renvoie vers Noémie et vers la réglementation sur les risques psychosociaux. Hein, j'ai envie de dire, si vous avez une personne de confiance qui est déjà installée dans votre entreprise, eh bien, c'est plus facile pour le télétravailleur de contacter la personne de confiance. Si vous n'avez pas encore de personne de confiance, ben, l'idéal serait de pouvoir voir comment organiser et instaurer des personnes de confiance au sein de votre entreprise, par exemple. Merci Alain. Une toute dernière question sur la convention et puis on passera à un autre thème. Bonjour, si on a un CPPT, donc un comité, doit-on d'office rédiger une convention collective d'entreprise ou peut-on rédiger une policy validée par les membres du CPPT affichée sur l'intranet? Alors, je pense que c'est aussi une question un peu juridique et je ne suis pas capable de vous répondre par rapport à cette question-là. Je pense qu'il doit y avoir une concertation au sein de l'entreprise. Donc, s'il y a un CPPT, forcément, ça doit se faire là. Maintenant que la politique soit rédigée avant et acceptée par le CPPT et que ce soit discuté au sein du CPPT, je pense que c'est à l'entreprise de voir comment elle va organiser la concertation par rapport à ça. Ok. Alors, un deuxième thème qui a été, pour lequel on a reçu aussi pas mal de questions, ce sont les équipements. Alors, les équipements à fournir par l'employeur incluent-ils des chaises ergonomiques et des bureaux conformes à l'annexe du Code du travail sur écran, notamment dans le cadre de la CCT 85 où, après le Covid, le travail deviendra majoritairement, en tout cas on pense, au moins 3 jours semaine? Alors, ce n'est pas précisé dans les CCT 85 ou 149, ce n'est pas précisé du tout par rapport au matériel. On dit simplement que les conditions de travail doivent être les mêmes que si la personne ne faisait pas de télétravail. Donc, j'ai envie de dire que s'il y a des bonnes conditions de travail au sein de l'entreprise, eh bien, je pense que le travailleur va être sensibilisé à ces bonnes conditions de travail et va essayer de retrouver au sein de son domicile ces mêmes conditions de travail. Si maintenant vous avez des mauvaises conditions de travail, j'ai déjà vu dans les open space des gens qui travaillent avec un portable posé simplement sur une table, sans clavier, sans souris, pendant 8 heures à leur bureau. Et c'est très mauvais comme condition de travail, vous le verrez ça avec la présentation de Nathalie Coq. Si maintenant on reproduit ces mêmes conditions de travail au sein de domicile, c'est pas bon non plus par rapport à ça. Donc au niveau des frais, il n'y a rien de prévu, et c'est au niveau de la concertation de l'entreprise qu'on peut prévoir des choses. Par exemple, au niveau des SPF, il y a une concertation sociale qui se fait pour voir un tout petit peu l'indemnité pour le télétravailleur, et voir ce qu'on peut fournir. Ce que je peux prendre comme exemple, notre SPF à nous, qui a décidé de libérer un budget pour fournir
soit des rehausseurs, soit un deuxième écran à nos gens qui vont télétravailler 2 ou 3 jours par semaine, avec un clavier et une souris. Ça, c'est le résultat d'une concertation qui est faite au sein de l'entreprise. Ce que j'ai envie de dire également par rapport au matériel, c'est que travailler un tout petit peu adapté, c'est la dia que j'ai passé un peu vite sur les recommandations pour le télétravailleur, pour adapter son poste de travail, mais travailler avec le portable sur la table, posé comme ça tout seul pendant 8 heures, c'est vraiment ce qu'il faut éviter. Si déjà on prend un clavier et une souris, et qu'on met le portable sur un paquet de livres, ça coûte 10 €. Un clavier et une souris, ça va coûter 10-15 €. C'est déjà le minimum quelque part. Maintenant, si on a un rehausseur, bon, quelques dizaines d'euros, 40, 50 € en plus, on est déjà pas mal installé au niveau équipement de travail. Si maintenant on a un travail, donc je reviens sur l'activité de travail que j'ai cité longuement dans ma présentation, si on a une activité de travail qui demande de travailler avec 2 écrans, par exemple, qui demande de faire la comptabilité, d'avoir des chiffres très petits à lire à l'écran, eh bien là, il vaut mieux avoir un grand écran à côté. Et ça, je pense que on parle toujours du coût à tout moment de l'investissement de la prévention. Donc j'ai envie de dire, à part le siège, parce que là c'est un autre coût pour le siège, à part le siège, pour une centaine d'euros, ou même pour une cinquantaine d'euros, il y a moyen de s'installer correctement avec un ordinateur portable à son domicile. Vous verrez ça dans un instant. Et vous avez peut-être vu les photos que j'ai présentées de chez moi. Donc par rapport à ça. Maintenant, quand on voit l'incapacité de travail, l'invalidité de travail, vous savez qu'en Belgique, je ne sais pas si vous savez, mais on est à plus de 400 000 personnes en invalidité de travail. Un tiers pour des troubles mentaux, un tiers pour des troubles physiques, des troubles musculo-squelettiques. On est à plus de 8 milliards du coût pour la société. L'absentéisme de moins d'un mois coûterait près de 9 milliards aux entreprises. Donc tous ces problèmes TMS, RPS qui expliquent 80% de l'absentéisme ont un coût non négligeable par rapport à ça. Et donc c'est au sein de l'entreprise d'essayer de trouver les meilleurs moyens pour pouvoir augmenter, améliorer les conditions de travail et limiter ces problèmes de santé. Ok, une toute dernière question, Alain, qui est plus en lien avec les frais inhérents au télétravail. Pouvons-nous défalquer des frais inhérents au télétravail, c'est-à-dire le chauffage, l'électricité, une pièce de l'habitation, les connexions Internet? On est plutôt dans les défalqués, ça veut dire plutôt au niveau des contributions, je pense. C'est plutôt ce qu'on peut... Oui, donc je pense que la personne qui pose la question est plus au niveau SPF Finance que SPF Emploi, donc je ne sais pas si on sait apporter quelques éclaircissements, sachant que le SPF Finance a actualisé une circulaire en lien avec le télétravail. Je ne suis pas spécialiste dans les finances et les contributions. Je sais qu'on peut avoir des frais forfaitaires ou des frais réels. Et donc, tout dépend des calculs que vous allez faire par rapport aux frais forfaitaires, aux frais réels, pour voir si ça vaut la peine de déduire de votre déclaration fiscale du télétravailleur les frais par rapport à ça. Merci Alain. Merci beaucoup Alain pour le temps passé ici pour les questions. Voilà, on va clôturer cette première intervention et je vais maintenant présenter notre deuxième intervenante qui est Nathalie Koch. Nathalie est conseillère en prévention ergonome et ergonome européen. Et après avoir travaillé plus de 13 ans dans la recherche sur les troubles musculo-squelettiques à l'UCL, elle a rejoint le CESI et elle y occupe le poste de responsable de l'unité d'ergonomie depuis maintenant 14 ans. Nathalie va aborder aujourd'hui les points suivants: l'aménagement ergonomique de son espace de travail à la maison, l'importance de la position de travail et les variantes possibles, et enfin les conséquences sur la santé si on ne bouge pas suffisamment. Nathalie, je te donne la parole. Merci beaucoup. Voilà, je pense que vous voyez mon écran. Donc, effectivement, moi, mon rôle aujourd'hui est de vous parler de la prévention des troubles physiques que Alain a déjà abordé. Et donc, je vais vous parler de ces 4 points-là, mais en mettant l'accent particulièrement sur l'aménagement ergonomique du poste de travail à domicile. Donc, dans le cadre, en tant qu'ergonome, je vais dire, c'est vrai qu'on a l'habitude de réaliser des analyses de risques ergonomiques liées au travail sur écran. Et donc, effectivement, toutes ces analyses de poste étaient réalisées au sein des entreprises, au poste de travail des travailleurs qui avaient le matériel nécessaire fourni par l'employeur, donc du matériel adapté, réglable, etc. Et donc, on allait dans les entreprises.
Ce que l'on faisait, c'était des études de poste personnalisées, c'est sensibiliser le personnel aux risques liés au travail sur écran parce qu'on n'en avait pas toujours conscience. On a développé pas mal de petites vidéos, développé des affiches, des leaflets. Ça s'est fait au CESI, mais ça s'est fait dans la majorité des autres services externes de prévention et de protection au travail. Après, c'est vrai que avec l'évolution des modes de travail comme a spécifié Alain, les open space sont arrivés, donc il a fallu réaménager un petit peu les espaces, mais aussi son temps de travail. Et dans ce cadre-là, les employeurs ont proposé le télétravail à leurs différents travailleurs. Et c'est vrai que ce télétravail était fortement apprécié pour toute une série d'avantages que cela apportait, comme le disait Alain également. Donc, moins de temps de déplacement pour aller jusqu'à son lieu de travail, une plus grande possibilité de concentration, ce qu'on n'avait plus sur les open space, etc., etc. Organisation de sa journée de travail qui était différente également. Donc, pas mal d'avantages. Et il faut dire que les télétravailleurs en Belgique étaient vraiment très satisfaits de cette possibilité. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'en Belgique, on est un des pays européens où on télétravaillait le plus. Donc, ce qui était pas mal parce que ça nous a aidé quand il a fallu démocratiser ce télétravail, puisque déjà pas mal de travailleurs avaient le matériel et avaient déjà télétravaillé, j'ai envie de dire. Maintenant, effectivement, les travailleurs étaient satisfaits, ça donnait une belle image aussi pour l'employeur et pour l'entreprise, ça donnait une image positive finalement de l'entreprise avec l'instauration de ce télétravail. Maintenant, avec la crise, effectivement, les choses ont changé. Et donc, vous voyez ici dans ce tableau que je ne vais pas détailler, je vais vous le laisser parcourir après à votre aise, mais la dernière colonne reprend le télétravail et ce qui a changé avec la crise. La colonne du milieu, c'est ce qu'il y avait déjà. Et donc, moi, je voudrais surtout mettre l'accent sur deux choses avec l'instauration du télétravail obligatoire pendant la crise sanitaire. C'est d'une part la démocratisation, donc toutes les professions étaient concernées, alors qu'avant la crise, j'ai envie de dire, certaines professions seulement faisaient du télétravail. Et d'autre part, le gros souci, c'est la fréquence. Il faut savoir qu'en moyenne, en Belgique, on télétravaillait 1 à 2 jours par semaine. Ici, avec la crise, on est passé à 5 jours par semaine. Et donc là, effectivement, ça a eu un impact au niveau de la santé des travailleurs. Là, on a déjà parlé. Et les principaux impacts, donc les principales plaintes, donc les premières qui ont ressurgi quand même suite à cette crise sanitaire, ce sont les plaintes psychosociales. Donc, là, on a parlé, Noémie va en reparler. Donc, moi, je vais surtout parler des plaintes musculo-squelettiques parce qu'effectivement, il y avait déjà des problèmes musculo-squelettiques liés au travail sur écran, mais avec cette démocratisation et cette augmentation de fréquence, les chiffres ont vraiment explosé, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais exacerbé en tout cas. Et donc, en fonction des études, les pourcentages qui sont présentés peuvent être différents, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la hiérarchisation des régions qui sont atteintes est la même. Donc, on a principalement mal, en tout cas les plaintes qui ressortent, c'est principalement d'abord dans la région du bas du dos, avec pour certaines études 64% des personnes qui se plaignent dans le bas du dos. Au niveau de la nuque, on a plus de 50% des personnes qui s'en plaignent. Et au niveau des épaules, on est à plus de 40%. Et maintenant, ici, avec le recul, malheureusement, donc je dis malheureusement parce que voilà, la crise s'éternise, qu'on continue à faire du télétravail, donc d'autres études, d'autres enquêtes ont pu être faites. Et donc, on remarque, certaines études ont montré qu'il y avait vraiment une augmentation de ces troubles musculo-squelettiques donc, dans les régions, que ce soit en termes de lumbago, en termes de tendinite, en termes de cervicalgie, donc vraiment une augmentation de ces TMS. À côté de ça, donc le TMS, c'est très connu, mais il y a encore aussi toute une série d'autres pathologies qui apparaissent. Et je vous apprends rien quand je vous parle de troubles du sommeil, d'hypertension, de surpoids, de maladies cardiovasculaires, etc., liées au travail sédentaire. Donc, lié au fait qu'on est assis et qu'on ne bouge plus, etc. Donc ça, Alain vous en a parlé un petit peu également, mais donc effectivement, il y a vraiment une augmentation de problèmes de santé et certaines études montrent d'ailleurs que 27% des personnes ont manifesté une dégradation de leur état de santé, ce qui est quand même énorme. Et ça, c'est pour l'état de santé en général. Et 45% des personnes parlent aussi d'une grande fatigabilité. Donc, c'est vrai qu'on parle du trouble de sommeil, mais même rien qu'en termes de sensation de fatigue, il y a énormément de plaintes à ce niveau-là.
Alors, vous allez me dire pourquoi? Ben voilà, il y a des facteurs de risque propres au télétravail. Donc, ils existaient déjà lors du travail sur écran, mais ils ont été exacerbés avec le télétravail. La première chose, et ça c'est vraiment lié au télétravail, c'est l'aménagement du poste de travail au domicile qui n'est pas adapté. Donc, c'est vrai que tout le monde ne possède pas un siège réglable en hauteur. Les tables au domicile, ben, c'est pas toujours des bureaux, donc la table est trop haute, elle est trop basse, elle est trop épaisse, donc je ne sais pas m'installer correctement. Quand on travaillait en télétravail un jour par semaine, ben voilà, je bougeais quand même encore un peu, c'était temporaire. Ici, au début de la crise sanitaire, on a cru que c'était aussi temporaire, mais finalement, cette situation s'est éternisée. Et encore aujourd'hui, il y a des personnes qui sont mal installées. Il y a 49% de gens, dans certaines études, qui expliquent qu'elles sont moins bien installées au domicile que dans l'entreprise, qu'à leur poste de travail, alors qu'elles travaillent aussi 5 jours par semaine au domicile. Donc, voilà, c'est parfois un petit peu dommage. Donc ça, c'est le premier gros facteur de risque. Le deuxième, donc ça vous vous en doutez, c'est le manque de variation. On ne bouge pas. On ne bouge pas. Et quand je regarde le nombre de personnes qui le matin se lèvent, qui vont s'installer derrière leur écran, ben, qui travaillent, qui ne se lèvent pas, qui ne font pas de pause, qui à midi se rappellent qu'il faut manger, donc elles vont peut-être se lever pour aller à la cuisine, vite manger quelque chose, puis se disent j'ai encore beaucoup de travail, donc je me réinstalle, je m'assieds à nouveau et je retravaille. Et donc, c'est vrai qu'il y a toute une série de mouvements et de déplacements qu'on n'a plus. Les déplacements vers son lieu de travail, les déplacements, ben voilà, bêtement vers le métro, vers sa voiture, vers son entreprise n'existent plus. Les déplacements au sein de l'entreprise n'existent plus non plus. Je n'ai plus de réunion, je ne vais pas à l'imprimante, je ne vais pas à la salle de café, je ne vais pas chez mon collègue pour demander une information, etc. Donc, on bouge vraiment, mais nettement moins chez soi. C'est vraiment une belle, enfin, j'allais dire une catastrophe. On peut y remédier. Et donc, c'est vraiment un fait aujourd'hui, on ne bouge pas assez. Et en plus, donc, donc on a parlé des facteurs psychosociaux, mais vous devez savoir qu'il y a des liens entre les facteurs psychosociaux et les troubles musculo-squelettiques également. Quelqu'un qui est stressé, qui ne se sent pas bien, va pas travailler de la même façon, ne sera pas détendu, les muscles seront contracturés, donc ce sont des personnes aussi qui sont plus à risque encore de développer des troubles musculo-squelettiques. Donc tout ça est vraiment imbriqué, tout ça est lié, et c'est ce qui explique l'augmentation de ces fameux troubles musculo-squelettiques. Et donc, j'en viens au premier point, donc, qui est l'aménagement ergonomique de son poste de travail, qui est un point vraiment très important et pour lequel, effectivement, vous devriez essayer de reporter ou d'adapter, si vous voulez, votre environnement de travail au domicile comme il l'est dans votre entreprise. La première chose à faire, je pense, quand on s'installe chez soi, c'est essayer de trouver un endroit qui est agréable, qui est bien éclairé, que ça soit dans un bureau ou que ça soit dans son salon. Hein. Je veux dire, bon, le mieux, c'est d'avoir un espace dédié, mais tout le monde n'a pas cette possibilité-là. Mais en tout cas, essayer de trouver un endroit où je me sens bien et de m'installer avec le regard parallèle à une fenêtre. Donc, je commence toujours par ça, parce qu'effectivement, il est important aussi de pouvoir reposer sa vue. Donc, je n'ai pas parlé pas encore de fatigue visuelle, mais effectivement, le fait de travailler 8 heures par jour, voire plus derrière son écran, engendre de la fatigue et des troubles oculaires. Et donc, il est primordial de pouvoir, toutes les 20 minutes, pendant 20 secondes, regarder au loin, c'est-à-dire à plus de 6 mètres. Et ça, vous pouvez le faire aisément à travers une fenêtre. C'est pourquoi il est aussi tout à fait déconseillé de s'installer face à un mur. Donc moi, j'ai envie de vous dire, si vous êtes installé face au mur, reculez votre bureau et installez-vous plutôt de l'autre côté, de telle sorte que vous avez, alors à ce moment-là, une vue plus importante quand vous êtes installé à l'envers, j'ai envie de dire, parce que quand vous êtes face à un mur, vous n'aurez jamais ces 6 mètres de vue pour reposer vos yeux. Donc voilà, c'est la première chose. Ensuite, voilà, tout le monde ne possède pas un siège ergonomique. Voilà, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, en sachant que le télétravail va devenir la norme, qu'en moyenne, je pense que les employeurs s'imaginent bien que le télétravail va rester à raison de, probablement moins, j'espère, à raison de 2-3 jours par semaine, ça vaudrait quand même peut-être la peine d'investir dans un siège réglable. C'est toujours plus facile d'être installé correctement sur un siège réglable. Maintenant, voilà, tout le monde n'a pas la possibilité pour le moment d'investir et il y a déjà moyen, grâce à des coussins, à s'installer un peu plus haut. Donc, vous vous installez sur des coussins, vous mettez un coussin
au niveau du bas du dos quand vous vous asseyez sur votre chaise de salle à manger ou de siège de salon. Mais donc, il y a quand même moyen de jouer déjà sur la hauteur et sur l'appui lombaire. L'appui lombaire est vraiment très important. Quand je m'installe face à mon écran, il est important de pouvoir respecter, si vous voulez, la courbure physiologique de mon dos. Et la courbure physiologique de mon dos, c'est une courbure, donc une lordose au niveau lombaire et une lordose au niveau de la nuque. Ce qui veut dire que si je veux pouvoir à un moment donné appuyer sur mon dos et sur le bas du dos, je vais devoir placer un coussin. Sur les sièges ergonomiques, vous avez un rebord, vous avez donc le dossier que vous pouvez régler de telle sorte que vous avez un bon appui lombaire. Et donc là, vous allez y remédier par des coussins. Donc il y a quand même moyen, par des petits trucs, de s'installer de façon plus ergonomique. Quand vous serez assis correctement sur votre siège, vous allez vous rapprocher de la table. Et donc là, vous pourrez régler à nouveau un petit peu la hauteur parce que l'objectif, c'est de pouvoir déposer les avant-bras sur la table et donc vos bras seront pliés à 90 degrés. Donc la hauteur des coudes devra correspondre à la hauteur de la table. Et bien évidemment, tout le matériel devra toujours et obligatoirement se trouver face à vous. Votre écran, votre clavier, votre souris face à vous pour éviter tous ces mouvements de torsion qui sont tout à fait contraignants et pour les articulations, les muscles, etc. L'écran, vous allez le placer face à vous, vous allez le mettre à bonne hauteur, et c'est pour ça qu'Alain parlait effectivement de mettre un support ou de mettre des bottins ou des albums photos, de telle sorte que la hauteur de vos yeux corresponde à la hauteur du bord supérieur de votre écran. Sauf pour les porteurs de verre progressif, ça, l'écran devra être beaucoup plus bas. Mais en temps normal, donc, l'écran à bonne hauteur et à bonne distance, il faut compter une longueur de bras à peu près, donc ça, c'est la bonne distance. Et puis alors, en fonction de ce que vous avez besoin, vous pourrez rajouter un repose-pied si vous êtes de petite taille, des porte-documents, un casque, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on utilise pas mal de casques avec tout ce qui est vidéoconférence, etc. Et alors, effectivement, si vous travaillez sur un laptop, obligatoirement, il vous faudra un clavier et une souris. Donc voilà, une petite affiche qui reprend les différents aménagements, affiche que vous allez retrouver sur le site également du SPF, mais dans vos différents services externes. Donc tout le monde a développé pas mal d'outils par rapport à ça pour vous aider à vous installer correctement en télétravail. Je voulais vous montrer ceci parce qu'on n'est pas toujours conscient de ce qui se passe quand je suis mal installée. Et donc, ce qui se passe, c'est que le corps a des angles de confort qu'il faut respecter. Et donc, tout ce qui est représenté en vert sur ces schémas représente des zones de confort. Dès que je suis dans les zones jaunes ou rouges, c'est contraignant pour mes articulations et je risque d'avoir des douleurs. C'est pour ça que si je prends l'image en bas de la nuque, si vous mettez votre écran trop bas ou trop haut, votre nuque va être en flexion ou en extension dans la zone rouge, donc contraignante. Donc, le respect des zones de confort est très important et c'est pour ça que vous devez ramener tout le matériel près de vous, les accoudoirs près de vous, la souris près de vous et régler les hauteurs de telle sorte que vous avez un bon respect d'une zone neutre de travail au niveau des articulations. Voilà, la même chose pour les bras. Et donc, effectivement, il a fallu, pour ceux qui ne faisaient pas encore de télétravail, prévoir un kit. Et le minimum, c'est d'avoir un ordinateur portable et voir, comme Alain disait, un écran ou un deuxième écran plus grand en fonction du travail que vous avez à réaliser. Un support pour l'écran, donc qui existe dans le matériel ergonomique, mais que vous pouvez aussi vous fabriquer ou substituer avec des feuilles, etc. Et au minimum le clavier et la souris externe, certainement si je travaille avec un laptop. Alors, là, on était toujours en position assise. Effectivement, par rapport au siège, donc, ce qui est intéressant, c'est de varier aussi les positions. Donc, de vous avancer de temps en temps sur votre siège, de bouger sur le siège, éventuellement de vous asseoir sur un coussin ou un ballon. Ça peut être recommandé, pas trop longtemps. Donc, on recommande en général 30 minutes toutes les 2-3 heures parce que ça demande un effort au niveau musculaire et ça peut être fatigant à la longue. Et alors, pourquoi pas essayer de vous trouver un espace où vous pouvez travailler en position debout, sur un buffet, sur une planche à repasser, des choses comme ça. Ça vous permettra aussi de varier les positions et de bouger en plus, donc ce qui n'est pas mal. De l'équipement et du matériel, il en existe. Je veux dire que ça, il n'y a pas de souci au niveau ergonomique. Moi, je voudrais juste attirer votre attention sur la taille de la souris, parce que souvent, quand je travaille avec un laptop, j'ai une
petite souris qui est beaucoup trop petite par rapport à la taille de ma main. Et donc, à ce moment-là, vous allez devoir investir dans une souris qui est adaptée à votre main. Et certainement, si vous êtes un homme d'1,90 m, vous avez probablement des grandes mains. Donc, il faudra prévoir une souris beaucoup plus grande. Voilà quelques illustrations que l'on retrouve par rapport aux personnes qui travaillent à domicile. Et voilà, j'ai envie de dire toujours beaucoup de choses à dire. Il n'y a pas d'appui lombaire, on ne travaille pas. Si je regarde l'image en bas à droite, cette personne travaille de biais, donc la première chose à faire, ça serait de tout remettre face à lui, ça serait de rehausser son laptop, éventuellement d'avoir un autre support de table, parce qu'ici on voit qu'il a des reflets, donc c'est très contraignant. La chaise n'est pas adaptée, le téléphone est placé très loin, il pourrait être ébloui avec la fenêtre qui est en face de lui, la lampe d'appoint n'est pas bien placée. Beaucoup de choses à dire par rapport à ces aménagements. Et donc, il faut savoir que dans la CCT 85 dont on parlait à Alain, l'ergonome peut venir visiter également le domicile du travailleur avec son consentement, bien sûr. Alors, soit on va au domicile, soit ça peut aussi se faire par vidéoconférence. Donc, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus aujourd'hui parce que les personnes sont parfois démunies. Ça, ce sont des situations que l'on retrouve très fréquemment. Je suis persuadée que vous êtes tous de temps en temps installés comme ça. Alors, de temps en temps, c'est pas grave, mais de nouveau, 8 heures par jour, c'est une catastrophe. 8 heures par jour debout, c'est pas bon. 8 heures par jour assis, c'est pas bon. Donc, il faut varier les postures de travail et surtout bouger. Et c'est pourquoi il faut essayer d'organiser sa journée de travail aussi. Et donc, il y a une petite vidéo qui a été réalisée par le SPF que je vais vous montrer maintenant, qui dure moins de 2 minutes. Il y a d'autres vidéos qui existent. Il y en a qui ont été développées de nouveau par vos services externes. Au CESU, on en a. Il y en a par ailleurs aussi. Ici, elle est assez courte, donc il me semblait intéressant de vous la montrer. Donc, je vais la lancer. Elle dure moins de 2 minutes. Si votre travail le permet, travaillez autant que possible à la maison. Prévoyez un espace de travail séparé à la maison. Les dispositions sont aussi importantes à la maison qu'au bureau. Apprêtez-vous le matin comme lorsque vous allez au travail. Je suis désolée, je ne comprends pas une bonne posture de travail en accordant une fonctionner. attention particulière à la hauteur de la table et à la position de votre chaise. Veillez également à ce que l'écran de votre ordinateur se trouve à la bonne hauteur et optez si possible pour un clavier et une souris à part. Planifiez bien votre journée de travail en équilibrant votre vie privée et votre vie professionnelle. Pour cela, arrangez-vous avec votre supérieur hiérarchique comme avec votre famille. Faites régulièrement une pause. Bougez suffisamment et aérez régulièrement votre espace de travail. Répartissez vos heures de travail pour également accorder de l'attention à vos enfants. Si vous avez besoin de pouvoir finir quelque chose tranquillement, faites-le à un moment où la maison est plus calme. Je suis désolée, je vois que la Les vidéo contacts s'est avec vos relancée. collègues. Ensemble, Et du coup, je ne sais on est plus plus fort. si vous m'entendez toujours. Ce que je voulais vous dire par rapport à cette vidéo, c'est qu'effectivement, dans les commentaires, il est mis, si possible, prévoyez un clavier et une souris externe. Non, c'est pas si possible, hein, c'est effectivement dans tous les cas, d'accord? Alors, il y a pas mal d'affiches qui ont été développées aussi pour remontrer les points d'attention lorsque l'on s'installe au domicile et où l'on reprend voilà, l'installation ergonomique correcte, l'orientation, la lumière. On parle aussi d'organisation du travail avec la planification de son travail. Donc, c'est important d'avoir un horaire de travail aussi à domicile parce qu'on est parfois un petit peu désorienté par rapport à ça. Donc, d'avoir des horaires de début, de fin, d'avoir des moments où je peux être dérangée, où je ne peux pas être dérangée, d'essayer de planifier mon travail. Donc, c'est primordial. Et aussi, bien sûr, de garder le contact avec les collègues, l'entreprise de façon générale, la hiérarchie, etc. Et donc, bien sûr, les deux items concernent les postures de travail et les mouvements, donc primordiaux. Donc, j'ai envie de dire, il faut essayer de changer ses habitudes. Se lever pour téléphoner, se lever à un moment donné pour lancer à la vaisselle, se lever pour aller au frigo chercher à boire. Donc, il faut vraiment prendre l'habitude de se lever et d'éviter de rester assis 1 heure, 2 heures, 3 heures d'affilée comme on peut le faire. Il faut vraiment essayer de, toutes les demi-heures, toutes les heures, grand maximum, penser à bouger. C'est vraiment primordial. Et donc, c'est pour ça que je vous parlais d'organisation. Donc, je pense que beaucoup de personnes, donc beaucoup d'entre nous, ont pris l'habitude de se lever quand ils avaient un coup de fil à passer. Donc, ça, c'est très bien parce que c'est devenu automatique finalement et ça me permet de changer de posture.
de remplacer peut-être les temps de déplacement que j'ai gagnés finalement le matin et le soir pour aller à mon travail. Ben, pourquoi pas en profiter pour faire le tour du bloc, pour faire un petit jogging, pour faire de la gymnastique. Si on est distrait et qu'on a trop tendance à rester dans son travail, ben pourquoi pas régler une minuterie pour s'obliger à bouger, peut-être 30 minutes par exemple, réaliser des exercices de stretching. Donc c'est vrai qu'en réunion, voilà, j'ai l'habitude de régulièrement faire des étirements, des mouvements au niveau des articulations, donc ça peut aussi être une alternative. Évidemment, ne pas manger à votre bureau, hein, donc ça me semble évident. Hein, déplacez-vous, bougez-vous, prenez le temps de préparer aussi et de vraiment manger. Et j'aime beaucoup les pauses et l'organisation des pauses en termes de tea time, me time, we time. Ça, tous les jours, donc chaque jour, il faudrait prévoir des pauses intelligentes, des tea time, mais que je vais prendre debout. Donc, je vais essayer de boire mon café plutôt debout qu'assis. Des me time, des moments où je dois me concentrer sur un travail particulier. Et là aussi, je pourrais en informer la famille, comme quoi je ne peux pas être dérangée à ce moment-là, par exemple. Et alors, des we time ou des team time, qui sont des moments d'échange avec l'équipe, donc des moments de réunion, de formation, des choses comme ça. Et donc, essayez tous les jours d'avoir cette organisation dans votre agenda, dans votre calendrier. On parlait d'activité physique et donc vous connaissez très bien la pyramide de l'alimentation, mais il y a également la pyramide de l'activité physique. Et je crois que c'est important qu'on soit conscient de ça, comme quoi il est important de bouger un maximum. Et donc on sait qu'aujourd'hui l'activité physique fait partie de la boussole du bien-être et qu'elle a énormément d'avantages. Donc le fait de bouger, d'avoir cette activité physique a énormément d'avantages. Vous savez très bien que différentes études le montrent. Ça réduit le niveau de stress, ça réduit la dépression, ça réduit le vieillissement mental et physique, ça réduit pas mal de maladies. On a déjà parlé de diabète, cancer, hypertension, les troubles musculo-squelettiques. Ça a un effet vraiment hyper important sur la qualité du sommeil aussi. Donc, je peux vraiment vous encourager à bouger de plus en plus, à faire une activité physique et ça doit se faire petit à petit. Lors d'un échange qu'on a eu récemment dans le cadre de certains midis qu'on organisait à Sylvie, il y a une dame qui disait, voilà, je vais essayer de m'engager à faire 15 minutes de vélo d'intérieur, parce qu'elle a un vélo d'intérieur, 15 minutes 3 fois cette semaine, par exemple. Vous savez bien qu'avec les applications, on a le nombre de pas, vous pourriez essayer d'augmenter vos nombres de pas par jour. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vais commencer avec 5 000 pas pour essayer d'atteindre en fin de semaine mes fameux 10 000 pas par jour. Donc, l'activité physique reste vraiment important. Il y a le mouvement actif, dynamique, mais vous avez aussi la possibilité de réaliser un ensemble d'exercices de stretching, d'étirement. Et là, de nouveau, je peux que vous encourager à les faire en position debout plutôt qu'en position assise. Donc, levez-vous, étirez-vous, faites différents exercices au niveau des différentes articulations qui sont finalement très peu sollicitées quand je travaille en position assise. Et donc, pour conclure, tout simplement pour vous dire que ces quelques mois de télétravail n'étaient pas représentatifs du télétravail habituel, même si, bon, il continue évidemment. Donc, c'est vrai que ça devait être de courte durée, et ça s'éternise, mais la fréquence est telle que quand on reviendra à une situation normale, je pense que le télétravail va persister parce que va rester la norme, mais on va être à une fréquence de 2 jours par semaine, probablement. On va tourner autour de 1, 2, peut-être 3, mais souvent 2 jours par semaine. Et dans ce cadre-là, il faudra quand même rappeler les règles, donc il faut mettre un cadre, mais dans le cadre de ce télétravail, il faudra quand même être attentif et vraiment veiller au bon aménagement de son poste de travail pour prévenir ces fameux troubles musculo-squelettiques, à bouger un maximum, des exercices d'étirement, à se mettre des petites routines, donc d'avoir des petites routines que l'on peut mettre en place, à se déconnecter aussi. Alain parlait d'une journée de travail qui était plus longue, donc il faut apprendre à se déconnecter, à garder le contact avec les autres, à définir les tâches, etc. Donc, ça devra quand même continuer à se faire dans un certain cadre pour éviter l'apparition des plaintes et musculo-squelettiques et psychosociales. Voilà. Mais je vous remercie pour votre attention et je suis tout ouïe par rapport à vos questions. Alors, merci Nathalie pour toutes ces explications et tous les détails que tu as pu nous fournir.
à nouveau, il y a 3 grands thèmes dans les questions qui sont arrivées. Il y a un thème, et donc on va l'aborder tout de suite, c'est le thème des visuels. Tu nous as montré beaucoup de visuels dans ta présentation, donc on nous a demandé si c'était bien disponible. Donc il y avait à la fois les vidéos SPF Emploi, je rappelle qu'elles sont disponibles sur le site du SPF Emploi. On nous a demandé si les visuels que tu as présentés, notamment sur l'aménagement ergonomique avec les 8 petits conseils, si c'était disponible, et s'il existait également des vidéos pour des petits exercices d'étirement. Alors, effectivement, les visuels sont tout à fait disponibles, hein, donc ça, je peux les mettre à disposition, il n'y a pas de souci. En termes de vidéos pour des exercices d'étirement, ce sont des affiches qui existent pour le moment, donc on n'a pas de vidéo. Maintenant, tout se développe, j'ai envie de dire, et donc tout ça est tout à fait réalisable. Je sais qu'au niveau du CESI, ce que l'on a organisé, et ce qui pourrait aussi se faire avec d'autres services externes, c'est qu'une fois par semaine, on organise un active break. Donc, pendant une demi-heure, on échange et on fait des exercices avec les membres du personnel. Donc, ce sont des idées de choses qui peuvent être mises en place. On ne les a pas encore enregistrées jusqu'à aujourd'hui, mais effectivement, ça pourrait se faire et on pourrait à terme les mettre à disposition. Tout à fait. Ouais, ça, c'est un très bon conseil. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, je pense qu'effectivement, ce temps entre équipes, ça pourrait être bien sympa. Un deuxième grand thème, parce qu'évidemment, c'était vraiment le thème de la présentation, ce sont les aménagements ergonomiques. Je vais te donner 3 questions, parce qu'elles sont toutes les 3 dans le même thème, donc je pense que tu peux faire une réponse groupée. Donc, devons-nous mettre à disposition aussi des chaises ergonomiques ou un bureau ergonomique aux personnes qui font du télétravail? Donc, c'est certainement posé dans le sens employeur vers les travailleurs. Une deuxième question, peut-on demander à l'entreprise d'intervenir dans les frais afin d'acheter un siège et une table de travail adaptée si on a des problèmes de dos, et doit-on avoir un certificat du médecin pour justifier, le cas échéant, cet achat? Et une troisième question, l'employeur peut-il imposer un aménagement aux travailleurs, c'est-à-dire une chaise, un deuxième écran, ou juste le conseiller? Jusqu'où l'employeur peut-il intervenir dans l'aménagement de l'espace de travail sans être intrusif dans l'espace privé du travailleur? Bien. De très bonnes questions. Et donc, effectivement, ça pose toujours problème parce que dans les conventions collectives, on parle d'équipement, mais on ne dit pas spécialement que l'employeur doit tout fournir. Alors, effectivement, comment vais-je dire? Donc, des conseils, on peut en donner. La majorité, je pense, des travailleurs ont le minimum nécessaire, c'est-à-dire un laptop, un porte-laptop, clavier et souris externe. Maintenant, on se pose toujours la question du siège, parce que le siège est un gros investissement, effectivement, et il est mis nulle part qu'il faut acheter un siège. Après, c'est un peu comment vais-je dire, la position de l'employeur. Qui peut le faire, mais il n'y a pas d'obligation. Il est un fait certain que c'est un coût, donc le siège, c'est un certain coût, et je connais très peu d'entreprises qui interviennent pour le siège de travail, malheureusement aujourd'hui. Maintenant, effectivement, on intervient pour les conseils, pour voir comment régler le siège, etc. Mais on parle d'équipement, mais il n'est pas, dans la législation, il n'est pas défini ce que c'était, pourquoi l'employeur devait investir dans le cadre de l'équipement. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a très peu d'employeurs qui interviennent dans l'achat des sièges. J'en connais personnellement très peu. Donc, en général, on intervient pour le choix des sièges. On essaye d'avoir des gammes de prix qui soient raisonnables, etc., pour que l'employé puisse aussi investir. Mais il y a très peu d'employeurs qui interviennent pour le siège. Maintenant, ce qui s'est beaucoup fait dans le cadre de la crise sanitaire, en sachant que le télétravail était obligatoire, c'est que l'employeur permette aux travailleurs de prendre leur siège de bureau et l'amène chez eux. Ça, c'est quelque chose qui s'est quand même fait, de telle sorte que le travailleur pouvait être installé correctement chez lui. En termes de siège, c'est vrai que c'est compliqué d'acheter un bon siège parce qu'on en a de tous les prix, j'ai envie de dire. Et ce que j'ai envie de conseiller aux différentes personnes, c'est investir dans un siège. Franchement, je pense que ça vaut la peine pour diminuer les troubles musculo-squelettiques et qu'il y a moyen de trouver des sièges qui sont pas très coûteux. Et même à titre personnel, j'ai envie de dire que parfois ça vaut la peine d'investir. Et souvent, les personnes reviennent vers leur service externe pour donner des conseils en termes d'achat
de siège. Mais très peu d'employeurs sont intervenus dans l'achat de ce siège de bureau, effectivement. Donc ça, c'est par rapport au matériel. Maintenant, je ne sais plus au niveau des questions. Par rapport au certificat, c'est ça, il y avait une question par rapport aux personnes qui avaient... ça, je pense que ce sont des choses qui sont discutées en termes de convention collective de travail et ses propres entreprises. Et donc ça, il faudrait voir avec l'entreprise en tant que telle et ça sera déterminé dans la convention collective de travail. Donc, je ne pense pas qu'il y ait vraiment une obligation, mais ça doit être déterminé au sein de chaque entreprise. Je sais qu'au sein du CESI, pour vous donner un exemple, que ce soit en termes d'incapacité ou de choix de siège, on est passé par le CESI, mais c'est l'employeur, effectivement, enfin, c'est l'employé qui payait, mais grâce au CESI, on a pu trouver des sièges qui étaient ergonomiques et à des prix tout à fait abordables. Parce que le problème, c'est que le prix des sièges, ça peut très vite monter à des sommes de 400-500 euros, ce que le travailleur ne peut pas faire, il ne peut pas investir, quoi. Et donc là, je pense qu'il y aurait moyen de discuter et de voir avec l'employeur comment intervenir par rapport à ce budget et quel choix de siège faire également, parce que tout siège ergonomique n'est pas un bon siège. Et donc, je voudrais vraiment attirer l'attention de tout le monde et des travailleurs par rapport à ça, c'est d'être très attentif au réglage et au choix du siège, parce qu'on peut très vite investir beaucoup d'argent dans un siège qui finalement ne sera pas ergonomique. Et donc, je crois que c'est là le service externe pourra donner de bons conseils avec des bons rapports qualité-prix par rapport au choix des sièges et alors voir avec l'employeur s'il intervient ou pas. Mais aujourd'hui, il y a très peu d'employeurs qui interviennent, je pense. Je ne sais pas si j'ai... Je pense question. Oui, je pense que tu as répondu en tout cas à ces questions-là. Une toute dernière, plutôt en lien avec la santé. Les troubles musculo-squelettiques ou les maux de dos liés au télétravail peuvent-ils être reconnus comme accident de travail ou maladie professionnelle? Alors, ça, c'est le grand débat. Donc, ça pourrait, effectivement, donc pas comme accident, mais plutôt comme maladie du travail. Donc, au niveau du Fonds des maladies professionnelles, il y a des listes fermées et des listes ouvertes. Et effectivement, il y aurait moyen de faire reconnaître, mais j'ai envie de dire, c'est peu probable. Et aujourd'hui, il faudrait que j'aille voir, mais aujourd'hui, je n'ai pas connaissance de cas qui sont reconnus comme maladie professionnelle parce qu'on est dans le système ouvert. Donc, dans le cadre du système ouvert, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut faire la preuve que le trouble dont vous souffrez est lié à votre travail. Et donc, il faut vraiment faire le lien entre le matériel qui est mis à disposition ou pas mis à disposition, l'apparition des troubles et tout ça dans un cadre plus général de données personnelles également, parce qu'on sait bien que dans l'apparition des troubles musculo-squelettiques, vous avez une partie de facteurs de risque personnels et professionnels. Et pour faire le lien vraiment avec les troubles professionnels, on est dans le système ouvert. Et donc ici, dans le cadre du télétravail, j'ai l'impression que ça sera il y a moyen, hein, mais c'est dans le cadre d'une liste ouverte. Et donc, ça sera... pas facile. Il devrait y avoir moyen, mais à ce jour, je ne pense pas que ça ait déjà fait l'objet de demandes, en tout cas. Ça, j'ai répondu à la question. Oui, merci beaucoup Nathalie. On va devoir ici clôturer ton intervention pour pouvoir laisser la place maintenant à notre dernière intervenante qui est Noémie Panidieri, qui est psychologue et formatrice dans le bien-être au travail depuis 14 ans. Noémie, elle sème des graines de bien-être en accompagnant des travailleurs, des équipes et des organisations sur l'ensemble du territoire francophone. Son exposé abordera les points suivants. Une introduction sur le contexte spécifique de la crise sanitaire et sur les risques psychosociaux. L'impact des mesures de télétravail sur le bien-être en partant d'exemples du terrain. Et enfin, des pistes de solutions pour les organisations, les managers et les individus. Noémie, je te donne la parole. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre la main sur ma présentation. Voilà. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, j'ai changé 5 fois de place et de disposition de poste de travail lors de la présentation d'Alain et de Nathalie. Donc là, je crois que je suis dans de bonnes dispositions pour vous parler et vous accompagner pendant environ une demi-heure sur le thème de la prévention des troubles mentaux dans la situation spécifique de télétravail.
Alors, je vais commencer par introduire mon propos en partageant avec vous des données d'études nationales et internationales que j'ai reprises dans un rapport intermédiaire qui a été publié en février 2021 par le Conseil supérieur de la santé. J'ai repris quelques informations qui sont pertinentes ici pour ma présentation et que je vais vous partager. Alors, la première donnée que j'aimerais partager, c'est que dans la population générale, parce qu'il faut savoir que ce que je vous transmets ici, ça ne concerne pas une population uniquement de travailleurs, mais sur une population générale, le bien-être psychologique est plus faible depuis le début de la pandémie. Donc, on observe un nombre plus élevé de plaintes liées au stress, à l'anxiété et aux sentiments dépressifs. La pandémie a aussi eu un impact sur les comportements. Donc, il y a une consommation d'alcool plus importante, des comportements agressifs et violents plus importants également. Alors, ce qui est intéressant et qu'on va voir un peu plus tard aussi, c'est que l'impact de la pandémie va varier d'une personne à l'autre et va varier dans le temps. Donc, pour les mesures de télétravail, on va voir aussi qu'en fonction de l'individu, ça va avoir un impact plus ou moins bénéfique pour le travailleur en termes de risques psychosociaux. Alors, une donnée qui nous intéresse aussi au niveau du télétravail, c'est que la solitude, l'absence de contact et l'isolement social sont des facteurs de risque de la survenue de troubles mentaux. Alors nous, depuis le début de la pandémie, psychologues, on accompagne beaucoup de travailleurs pour qui le travail était la seule source de liens sociaux. Et donc, c'est vraiment une donnée importante avec laquelle on travaille beaucoup pour le moment. Alors, ensuite, la durée de la pandémie et des mesures préventives ont un impact plus important sur la santé mentale que l'intensité des mesures. Donc, pour faire face à cette durée, pour faire face à cette pandémie qui nous semble interminable, le travailleur doit mettre en place des capacités d'adaptation et de résilience. Donc, il sera important dans la population générale, mais aussi dans la population professionnelle, dans les entreprises, de détecter les individus qui arrivent au bout de ces capacités d'adaptation et de résilience. Dans les médias, on a décrit, je ne sais pas si vous l'avez lu, un terme que je trouve plus ou moins bien choisi, c'est le terme d'épuisement pandémique. Donc, pour décrire les personnes, les individus qui arrivent au bout de leurs ressources, au bout de l'adaptation possible et de la résilience. Donc ici, dans le cadre des organisations, on le verra plus tard, les managers vont avoir un rôle central pour détecter les individus qui arrivent à bout de leur capacité d'adaptation et de résilience. Alors, vous l'aurez entendu, il y a un rôle central, les études le montrent, de la capacité de résilience des individus et donc de la capacité à se connecter à ces ressources pour faire face à la longueur des mesures actuelles. Alors, quand on parle de prévention des risques, de prévention des troubles mentaux, dans le cadre du télétravail, en fait, on fait référence à une notion qu'on connaît bien, qui est la notion de prévention des risques psychosociaux. Donc, il y a une partie importante du Code du bien-être qui est dédiée. Et je vais vous reprendre avec vous ici la définition des risques psychosociaux telle qu'elle est décrite dans la législation. Donc, les risques psychosociaux, c'est la probabilité qu'un ou plusieurs travailleurs subissent un dommage psychique ou physique suite à l'exposition d'une des composantes du travail. Donc, c'est-à-dire l'organisation du travail, le contenu du travail, les conditions de travail, les conditions de vie au travail et les relations interpersonnelles au travail, qui comportent objectivement un danger et sur lesquels l'employeur a un impact. Donc, le ministre Dermain, en introduction, disait « il n'y a pas de nouveaux risques ». En fait, on remarque effectivement que les catégories de risques qui sont touchées par les mesures de télétravail à 100% sont les mêmes que celles qu'on connaissait auparavant. En fait, toutes les catégories, à leur manière, ont été touchées par cette crise sanitaire et par les mesures de télétravail. L'organisation du travail, par exemple, si je dois donner un exemple, il est évident que les procédures de travail ont dû être adaptées au travail
à distance. Il est aussi évident que les styles de management ont dû être revus pour pouvoir s'adapter au mode de travail distanciel. Au niveau des conditions de vie au travail, Nathalie et Alain nous en ont parlé en long et en large. Effectivement, l'endroit dans lequel on évolue au niveau du domicile familial n'est pas toujours adapté aux bonnes conditions ergonomiques. Au niveau du contenu du travail, souvent il a dû être aussi adapté à un mode de fonctionnement à distance. Au niveau des conditions de travail, c'est plutôt les horaires qui ont été qui ont dû être modifiés et une flexibilité plus importante qui a dû être introduite dans le cadre des conditions de travail et des horaires. Et alors, le gros point qui ressort quand même très fort comme étant problématique, c'est les relations au travail, parce que de plus en plus de travailleurs ont un isolement à la fois social et professionnel qui parfois les met dans une détresse psychologique importante. Alors, au niveau de l'impact du télétravail sur les risques psychosociaux, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on va avoir un impact différent d'un individu à l'autre. C'est ce qui ressort des études nationales et internationales. Alors, j'aimerais expliquer ça en utilisant un modèle explicatif du stress qui a été développé par Demerouti et ses collègues. Alors, Demerouti et ses collègues disent que le stress arrive au moment où il y a un déséquilibre entre les contraintes et les ressources. Alors, qu'est-ce qu'il entend par contrainte? En fait, ce sont les risques psychosociaux. C'est tous les éléments de votre travail et en fait aussi de votre vie privée qui vous tirent vers le bas, qui vous prennent de l'énergie, qui pourraient créer à un certain moment un sentiment d'inconfort ou de mal-être. Alors, évidemment, travailler revêt certaines contraintes, c'est normal, et donc il est intéressant de lire ces contraintes en parallèle avec les ressources. Les ressources, c'est quoi? C'est le contraire. C'est ce qui, dans votre travail, vous donne de l'énergie, ce qui vous anime, ce qui vous motive. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir lire cette balance contrainte-ressources pour pouvoir avoir accès au niveau de stress des travailleurs. Alors, cette balance, elle est très individuelle. Donc, ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Je vous donne un exemple me concernant. Pour moi, une de mes ressources principales, c'est de pouvoir voyager dans toute la Belgique francophone. J'aime bien prendre ma voiture le matin et aller à Charleroi. Et hier, j'étais à Charleroi. Demain, je suis à Villers-la-Ville. Après-demain et vendredi, je suis dans la région de Mons. C'est quelque chose qui me donne beaucoup d'énergie. Pourquoi? Parce que ça me donne un sentiment de liberté de prendre ma voiture et d'aller parcourir la Belgique francophone pour pouvoir aider et accompagner des organisations. J'imagine bien que pour d'autres, ça pourrait être une contrainte. De se dire, tous les jours, je dois faire des kilomètres. Et en plus, les temps de trajet, c'est des temps de trajet qui sont lourds à porter pour moi. Alors, pour moi, c'est une ressource. Pour quelqu'un d'autre, c'est une contrainte. Donc, il n'y a personne qui a raison ou qui a tort. C'est juste une perception différente. Et donc, l'impact du télétravail va avoir, en fonction des situations, un impact à la fois soit positif, soit négatif. Alors, il est bien évident, comme je l'ai suggéré tout à l'heure, que les contraintes privées viennent se surajouter aux contraintes professionnelles et peuvent déséquilibrer ou rééquilibrer un individu. Alors, pour vous expliquer ceci, je vais je vais vous parler de 2 cas que j'accompagne. Alors, je vais commencer par le premier. C'est le cas de Kevin. Alors, Kevin, il a 49 ans. Il est célibataire, il vit seul. Il travaille dans une administration depuis 19 ans. Et il a un job qui le met en contact avec le public. Alors, avant le Covid, il est plus ou moins en équilibre. C'est quelqu'un que je rencontre parce qu'il a certaines fragilités, mais il parvient à maintenir un certain équilibre. Donc, quelles sont ses contraintes? En résumé, il a des trajets de domicile-travail qui sont longs et chronophages.
donc à peu près 3 heures par jour de déplacement. C'est quelqu'un qui vit seul et qui est relativement isolé. Et il a un équilibre financier précaire de par son historique individuel. Ses ressources, avant la crise sanitaire, il a des contacts avec le public. Et donc ça lui donne beaucoup d'énergie d'accompagner le public dans le cadre de sa fonction. Il a énormément de très chouettes contacts avec ses collègues et la sécurité de l'emploi pour lui est importante vu son équilibre financier précaire. Le virus débarque, les mesures de télétravail obligatoires sont annoncées pour Kevin et qu'est-ce que ça a comme impact? D'abord, chouette, il ne doit plus faire ces 3 heures de trajet tous les jours. Par contre, il n'a plus de contact avec le public et il n'a plus de contact direct avec ses collègues. Qu'est-ce que ça a comme impact pour lui? Ça le met en déséquilibre. Alors il me dit, parce que ça dure, c'est long, ben, finalement, à quoi bon? Est-ce qu'on doit vraiment vivre comme ça? Donc il y a une perte de sens. Alors certaines addictions qui se développent et s'intensifient au fur et à mesure du temps, un état dépressif et malheureusement des idées morbides qui apparaissent. Donc là, on est dans le cas où les mesures de télétravail ont eu un impact négatif sur l'individu de par sa situation et son équilibre personnel. Je vous prends un autre exemple, l'exemple de Gisèle. Gisèle a 37 ans. Elle travaille dans une industrie pharmaceutique. Elle est administrative dans une industrie pharmaceutique. Elle a 2 enfants et voici sa situation pré-Covid. Alors, ses contraintes, elle a des trajets domicile-travail qui sont longs et chronophages, elle aussi, 2 heures par jour. Elle est super stressée par le fait d'arriver à l'heure pour la garderie de ses enfants, qui sont quand même des heures relativement strictes et serrées. Donc, c'est quelque chose qui lui met un niveau de pression quand même qui est important. Elle est en conflit avec la collègue avec laquelle elle partage son bureau et elle a une charge de travail très élevée. Au niveau de ses ressources, alors elle dit être passionnée par son travail, elle adore ce qu'elle fait. Elle bénéficie de la reconnaissance de la ligne hiérarchique par rapport à la qualité de son travail. Sa fonction est très claire, est très cadrée et elle bénéficie d'une grande autonomie pour réaliser son travail. Avant la crise sanitaire, Gisèle est en déséquilibre. Donc, elle a des symptômes de stress, notamment des céphalées. Elle a une irritabilité croissante, surtout au niveau familial, ce qui la pousse à consulter et à venir chercher de l'aide chez moi. Et elle développe un trouble du comportement alimentaire. Le virus arrive, les mesures de télétravail forcées sont aussi d'actualité pour elle. Qu'est-ce que ça a comme impact? Plus de trajets longs et chronophages. Du coup, elle se détend complètement par rapport aux heures de garderie des enfants. Elle n'est plus en contact avec sa collègue avec laquelle elle est en conflit, en tout cas plus directement, elle ne la voit pas tous les jours. Donc l'impact pour elle, c'est qu'elle arrive à un équilibre. Elle se sent moins stressée, elle a plus de temps pour elle et pour sa vie de famille, qui la ressource beaucoup. Sa crainte à elle, c'est de revenir à la situation pré-Covid. Le retour à la normale, pour elle, c'est une crainte. Alors, voici pour le modèle explicatif et les 2 exemples que je voulais vous partager. J'aimerais maintenant passer aux pistes de solutions. Alors bien évidemment, les pistes de solutions que je vais vous présenter ici ne sont pas exhaustives, hein. J'ai repris celles que je rencontre le plus souvent en entreprise et celles sur lesquelles je travaille en accompagnement chez mes clients. Alors, la première mesure, c'est l'organisation du travail basée sur la confiance. Anna en a parlé tout à l'heure. Donc, bien évidemment, c'est une base de la structure de travail en télétravail, de pouvoir se baser sur la confiance
par rapport au travailleur et par rapport à son investissement, plutôt que sur le contrôle. Donc, on conseille aux travailleurs, aux managers, d'être dans un management qui soutient, qui est à l'écoute et qui soutient le travailleur, qui reconnaît les efforts qu'il réalise et éventuellement la difficulté de la situation, et qui base son management surtout sur les objectifs plutôt que sur le contrôle des heures de travail et des heures de connexion. Alors, en deuxième point, c'est le maintien de l'autonomie, qui est très important dans une situation où on est globalement dans un climat plutôt restrictif. Si l'entreprise a la possibilité de laisser un minimum de manœuvre à son travailleur pour gérer sa situation de travail seul, selon sa propre responsabilité, c'est vraiment positif pour le bien-être des travailleurs. Alors, la communication, Alain l'avait dit tout à l'heure aussi, doit être la plus claire possible. On est, vous le savez, hein, vous y êtes soumis comme moi, dans une infodémie, hein, donc on est surchargé par les informations qui en plus sont contradictoires. Et donc, dans ce contexte-là, il est important, autant que faire se peut, que l'organisation ait, elle, une communication la moins floue possible, la plus claire, la plus univoque possible, pour ne pas participer en plus, je dirais, à ce flou ambiant en termes de communication. Je rajouterais aussi dans la communication qu'idéalement, le discours devrait pouvoir être inclusif à chaque communication, donc intégrer tous les travailleurs dans les communications pour pouvoir maintenir ou développer un sentiment d'appartenance qui est important dans le cadre du travail à distance. Et dernier point, l'analyse des risques psychosociaux spécifiques qui est vraiment liée au télétravail à 100%. Donc, moi, j'ai été beaucoup sollicitée dans ce cadre-là ces derniers temps. C'est vraiment l'idée de se dire, tiens, les travailleurs qui sont de leur côté, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, pour améliorer leur bien-être, parce qu'on a un peu moins en tant que manager, en tant qu'employeur, on a moins de vue sur les éventuels risques auxquels ils pourraient être confrontés. Alors, la plupart du temps, ces analyses de risques se font à distance, par des entretiens individuels, et ce qu'on propose aux employeurs, c'est de remplir 3 objectifs. Le premier objectif, c'est d'ouvrir un espace d'écoute pour les travailleurs par rapport à leur situation individuelle. Hein, donc nous, on les écoute, on accueille toutes les difficultés qu'ils pourraient vivre. Deuxième objectif de ces analyses de risque, c'est aussi de pouvoir éventuellement les conseiller déjà lors de cet entretien individuel. Tiens, est-ce que tu ne mettrais pas telle et telle chose en place? Est-ce que tu contacteras pas telle ou telle ressource pour t'aider sur du court terme par rapport à ce que tu vis? Et le troisième objectif, bien sûr, c'est l'objectif de faire remonter à l'employeur des données qui sont collectives et anonymes pour qu'il puisse prendre des mesures spécifiques par rapport à la situation de télétravail. Alors, c'est des entretiens qui sont un peu plus longs que ce qu'on fait d'habitude, donc on se consacre quand même minimum 1 heure à ces entretiens pour qu'il y ait vraiment le bénéfice de l'écoute active qui puisse être perçu par le travailleur. Alors, juste pour illustrer le type de mesures qu'on a prises en collaboration avec les employeurs. Déjà, le fait de favoriser les échanges informels, même s'ils sont virtuels, donc ça a été quand même une mesure importante que l'employeur a mis en place lorsque ça n'était pas le cas. J'ai un client, par exemple, c'est une toute petite PME qui, lui, a décidé tous les matins de faire un coffee corner de 9h à 9h15 où tout le monde prend son café ensemble. Donc, c'est un rendez-vous. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais celui qui a envie d'aller au contact de ses collègues, de son employeur, il peut le faire. Alors, au niveau des échanges formels, je me souviens d'une analyse que j'ai réalisée récemment où les travailleurs me disaient « je n'en peux plus des contacts à distance. Les vidéoconférences, on n'en peut plus, on a une sorte d'aversion par rapport à ce mode de communication par vidéoconférence. »
Donc, l'employeur, face à ce constat-là, il a dû être créatif et il a mis en place des one-to-one, donc des entretiens individuels avec ses collaborateurs à l'extérieur, par téléphone. Donc, les deux collaborateurs se parlent, se baladent et les 10 dernières minutes de l'entretien, ils rentrent et ils formalisent par écrit ce sur quoi ils se sont mis d'accord par rapport à leurs échanges. Un autre client a mis en place des silences virtuels. Je trouvais que c'était une belle initiative. Donc, l'idée, c'est 2 demi-journées par semaine. On coupe les mails, on coupe le téléphone et on coupe Teams, ce qui nous permet d'échanger, de travailler sur des problématiques ou des projets de fond. Et en tout cas, mettre une partie des informations entrantes en pause. Voilà pour l'organisation, quelques pistes. Alors, au niveau du management, donc l'enjeu principal, c'est bien évidemment de pouvoir maintenir le lien avec les travailleurs, peu importe la manière, en équipe, en one-to-one, de manière formelle ou informelle. Alors, c'est vrai que nous sommes sollicités de plus en plus pour réaliser des soutiens psychologiques des travailleurs en télétravail. Donc, au départ, c'est vrai qu'on travaillait plutôt dans les hôpitaux. On accompagnait le personnel soignant par rapport à ce qu'eux pouvaient vivre. Maintenant, les demandes arrivent pour le personnel qui a des fonctions télétravaillables. Donc ça, c'est plutôt récent, c'est ces derniers mois que ça arrive. Donc, quel type de clients? Par exemple, des écoles pour adultes qui travaillent à 100% en distanciel. On a eu aussi des administrations qui nous sollicitaient pour faire ce soutien psychologique. Alors, deux étapes, je dirais, pour deux objectifs pour ce soutien psychologique. Le premier, c'est d'ouvrir un espace de dialogue entre pairs, entre collègues qui vivent la même situation. Et le deuxième objectif, c'est de pouvoir connecter ou reconnecter les travailleurs à leurs ressources pour pouvoir tenir le coup sur du long terme. Alors, comme je le disais en introduction, il va falloir être attentif et ça sera le rôle du management aux travailleurs à risque. Qu'est-ce qu'on entend par travailleurs à risque? Effectivement, il va falloir détecter les signaux. Alors, s'il y a un truc que vous pouvez retenir au niveau psychosocial, c'est le fait qu'un travailleur qui est en souffrance, normalement, va changer de comportement ou d'attitude. D'accord? Donc, c'est intéressant d'être attentif au changement de comportement. Quel type de changement? Par exemple, un travailleur se connectait très souvent aux événements virtuels, il ne se connecte plus. Il allumait sa caméra, il ne l'allume plus. Il respectait les délais qui étaient liés à son boulot, il ne les respecte plus. Tous ces changements valent la peine d'être questionnés. Alors, comment est-ce qu'on questionne ces changements? On le fait remarquer aux travailleurs. Tiens, j'ai remarqué que lors des dernières réunions, tu n'allumes plus ta caméra. Comment vas-tu? Donc, on souligne le changement et on ouvre la question en lui demandant comment est-ce qu'il va. Au pire, on se trompe. Et si on s'est trompé, c'est pas très grave. On aura montré aux travailleurs qu'on est attentif à son comportement et à son évolution. Ensuite, l'objectif, c'est d'ouvrir un espace de parole et d'écoute active. Donc, vraiment de pouvoir écouter et se concentrer sur la réalité de l'autre pour pouvoir bien saisir sa perception à lui. Ensuite, si possible, déterminer, tiens, qu'est-ce qu'on peut prendre comme mesure pour améliorer cette situation. Alors, les meilleures mesures, ce seront celles qui seront issues du travailleur lui-même. Donc, n'hésitez pas à le questionner par rapport à ce dont il a besoin pour fonctionner mieux et pour être mieux dans la situation de télétravail spécifique. Et puis, il est souvent utile de réorienter vers des ressources internes à l'entreprise ou externes. Internes, c'est par exemple les conseillers en prévention, aspects psychosociaux, les personnes de confiance qui font partie de l'entreprise, mais ça peut être aussi les RH,
les représentants des travailleurs, le médecin du travail, bien sûr. Et en externe, ben, ça peut être renvoyé, réorienté vers le cercle familial, vers le cercle amical, mais aussi vers un médecin généraliste ou un spécialiste ou un thérapeute, quel qu'il soit. Voilà pour le management, quelques pistes. Alors, je vais aussi rapidement vous passer en revue quelques pistes de solutions pour l'individu. Alors, je commence par le plan d'action anti-stress. Alors, le plan d'action anti-stress, j'aime beaucoup l'utiliser en accompagnement individuel et parfois en formation aussi. L'idée, c'est de lister l'ensemble de ces contraintes, de lister l'ensemble des ressources et de voir, ben, tiens, dans ces contraintes et de ces ressources, qu'est-ce qui est dans ma zone de contrôle? D'identifier ce qui est dans ma zone de contrôle pour pouvoir prendre des mesures, prendre des petites actions, soit pour augmenter les ressources, soit pour diminuer les contraintes. Alors j'aime bien et j'insiste sur le petites actions parce que parfois on a tendance à se fixer des objectifs qui sont presque inatteignables ou tellement compliqués à atteindre que ça rend les choses encore plus difficiles à réaliser. Donc, on parle souvent dans l'accompagnement de baby steps, de pas de bébé, pour pouvoir se mettre dans le cercle vertueux de réussite plutôt que dans le cercle vicieux d'échec. Hein, je vous prends un exemple. Si moi, demain, vous me dites, si je me fixe comme objectif, je vais courir les 20 km de Bruxelles en mai 2022, l'idée même de courir les 20 km de Bruxelles, je ne me lève même pas de mon canapé. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir espérer arriver à quelque chose? C'est de me dire, tiens Noémie, tu vas courir 1 km. Et je vais sortir, je vais courir ce kilomètre, je vais y arriver et je vais me dire, ah, bah allez, je vais aller un peu plus loin. Je vais essayer 1,5 km. Ça me met dans un cercle vertueux de réussite qui m'oblige à prendre soin de moi. Alors, c'est la même chose au niveau professionnel, hein, de pouvoir se fixer des petites réussites, des petites actions pour pouvoir se mettre dans une bonne dynamique en termes de bien-être. Première piste. Deuxième piste, n'oubliez pas de faire des stops. Alors, bien sûr, des stops dans votre journée de travail, c'est évident, mais pas que. Donc, derrière ce conseil que je travaille beaucoup avec les personnes que j'accompagne, c'est le fait de s'autoriser à faire des bons stops. Les bons stops, c'est quoi? C'est pas vider le lave-vaisselle ou faire tourner une machine. Enfin, quoique pour certains, ça peut peut-être donner de l'énergie, mais en tout cas, c'est l'idée de faire des activités qui vous rechargent, qui vous donnent de l'énergie. Et donc, s'autoriser ces activités-là. Alors, ça peut être de tout. Vous aurez la réponse à votre propre question hein, sur les meilleurs stops pour vous en vous posant la question, tiens, qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Qu'est-ce qui me recharge? Qu'est-ce qui me donne vraiment de l'énergie? Alors, en fonction des personnes que je rencontre, ça peut être les balades, ça peut seul ou accompagné, ça peut être le sport, ça peut être lire un bon roman, regarder une bonne série, jouer avec ses enfants. Voilà, il y a toute une série de pistes qui sont envisageables. Mais l'idée, c'est de faire des stops pour reprendre de l'énergie et augmenter sa résilience, qui est importante pour tenir le coup sur du long terme par rapport aux mesures de restriction et de télétravail. Troisième piste que j'aimerais aborder avec vous, c'est le lâcher prise, hein, vous vous en doutez. Alors, c'est facile à dire, mais c'est beaucoup moins facile à faire. Donc, je vous invite à bien m'écouter pour ceux pour qui c'est un défi. Donc, le lâcher-prise, on peut le lire via les cercles d'influence qui ont été développés par Covey, qui met en évidence que les contraintes auxquelles on est soumis, parfois sont dans notre contrôle, parfois ne le sont pas. Alors, il met en place 3 cercles. Le cercle de contrôle. Donc, lorsqu'une contrainte est dans ce cercle de contrôle, dans cette zone de contrôle, ben, je peux activer des actions pour prendre en charge cette problématique ou cette contrainte. Dans le cercle d'influence, c'est un peu plus compliqué. Il faut actionner des leviers, on n'est pas sûr du résultat. Et dans le cercle des préoccupations, ben là, quoi qu'on fasse, qu'on stresse ou qu'on ne stresse pas, ça n'aura pas d'impact sur le résultat. Je vous prends un exemple.
liées à ce qu'on fait aujourd'hui, des problématiques de connexion. Ça, c'est un petit peu mon stress, je dirais. Est-ce que la connexion va tenir le coup jusqu'à la fin de ma présentation? Les bugs informatiques. Hein. Alors, soit je n'endors pas la nuit en me disant « oui, qu'est-ce que je vais faire si ça bug, si finalement c'est un flop parce qu'on m'entend en différé, ça ne marche pas ». Voilà, je vais passer une mauvaise nuit et ça n'aura aucun impact sur le niveau de connectivité aujourd'hui. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me suis posé la question, qu'est-ce qui est dans ma zone de contrôle pour ça? Ce qui est dans ma zone de contrôle, premièrement, c'est d'éviter que d'autres personnes utilisent la connexion. Donc, j'ai fait en sorte d'être aujourd'hui la seule à utiliser la connexion. J'ai fait un test ce matin, comme tous les orateurs ont fait un test. Voilà, je suis préparée. Tout le reste, je peux lâcher prise. Donc, vous avez vu, hein, malgré qu'on se soit préparé, qu'on ait testé, il y a encore des couacs. Par rapport à ça, il faut lâcher prise. Parce que ça, on ne savait pas le contrôler. On a tout fait dans notre contrôle pour gérer au mieux cette situation. Alors, je terminerai par une dernière piste. Et pour cette piste, j'aimerais vous présenter un homme important pour moi. Alors, je vous présente mon grand-père. Il s'appelle Nonno Ermelindo. Alors, Nonno Ermelindo, il a eu 5 métiers dans sa vie. Il a travaillé en tant que mineur, jardinier, barbier, il a tenu une épicerie, il a été maçon. Alors, il a fait tous ces métiers avec énormément de passion, mais il y a un métier qu'il a préféré par rapport aux autres. Alors, je vais vous demander de vous questionner, tiens, quel est le métier qu'il a préféré? Alors, je vous donne quelques secondes. Roulement de tambour. Alors, le métier que Nono a préféré, c'est le métier de mineur. Alors, c'est vrai qu'avec nos yeux aujourd'hui de préventeur, sensibilisés aux risques auxquels il était confronté, c'est difficile à croire. Pourtant, Nono nous dit souvent, c'est le meilleur métier que j'ai jamais eu. Pourquoi? Parce que j'avais un niveau de camaraderie, une telle camaraderie que je n'ai plus retrouvé plus tard dans n'importe quel autre groupe. Alors, c'est très intéressant parce que ça fait écho avec ce que disait tout à l'heure Alain, quand il a parlé du collectif. Hein, ce collectif qui est de moins en moins présent, d'autant plus aujourd'hui qu'on travaille chacun de notre côté. Donc, une autre piste, prenez bien soin de vos relations qui vous ressourcent au niveau professionnel et au niveau privé parce qu'elles peuvent être une belle aide en cas de difficulté au niveau psychosocial. Voilà, je terminerai en concluant. D'abord, merci pour votre attention. Ensuite, j'ai envie de vous lancer un petit défi. Je vous lance le défi de cette semaine, prendre un temps que vous déterminerez pour faire une activité qui vous ressource. Cette semaine, ça veut dire d'ici mardi prochain, mardi midi prochain, je vous lance le défi de faire une activité qui vous fera du bien. N'oubliez pas que se ressourcer, ça vous permettra de tenir aussi plus longtemps sur du long terme par rapport à cette crise sanitaire. Merci beaucoup et je suis à l'écoute de vos questions. Merci beaucoup, Noémie. Alors, effectivement, tu as aussi suscité des questions. Et donc, j'ai essayé aussi de les rejoindre, de les regrouper par thème. Le premier, c'est sur l'analyse des risques. On nous demande s'il existe un lien ou un site pour obtenir une analyse des risques RPS en lien spécifiquement avec le télétravail. Alors, pas à ma connaissance et je ne suis pas certaine que ça soit forcément une bonne idée de faire une analyse de risque spécifiquement sur le télétravail. Je pense qu'il serait intéressant de questionner les travailleurs de la même manière que ce qu'on fait habituellement. Et donc, viendront des problématiques qui sont liées au télétravail. Certainement, vous savez, pour l'instant, je suis sollicitée aussi pour des analyses de risque, je dirais, classiques, a priori. Il n'y a rien à faire. Les problématiques qui sont liées au télétravail ressortent comme étant d'actualité. Donc, je pense que vous pouvez utiliser les outils qui existent en toute sécurité, qui abordent, ça c'est important, les 5 composantes du bien-être au travail pour pouvoir aborder le bien-être psychosocial actuellement. Ok.
Alors, le thème suivant, c'est plutôt sur la détection. Je vais te lire 3 questions qui sont dans le même thème. La première, c'est que peut-on mettre en place au sein de la société pour détecter des travailleurs qui seraient en souffrance psychologique à cause du télétravail, si ces personnes ne prennent pas eux-mêmes contact avec une personne de confiance, un conseiller en prévention, aspects psychosociaux ou le médecin du travail pour pouvoir en parler. Dans le même thème, est-ce que l'employeur peut obliger un travailleur à avoir un suivi psychologique ou une aide extérieure? Et une troisième question, que faire avec un collaborateur qui se plaint mais n'accepte aucune piste? Ok. Alors, par rapport à la première partie, donc, qu'est-ce que l'organisation peut mettre en place pour détecter? Alors, effectivement, comme je l'ai dit dans ma présentation, je crois que c'est un enjeu principal du manager de pouvoir être attentif aux comportements, aux attitudes des travailleurs. Donc, c'est vrai qu'on forme beaucoup pour l'instant les managers à la détection de travailleurs en souffrance. Tiens, qu'est-ce qui doit nous alerter? Là, je vous en ai dit quelques mots, hein, notamment le changement de comportement. Ça, c'est quelque chose qui doit nous alerter. Et aussi, je vous ai parlé de comment aborder le travailleur par rapport à ce changement de comportement. Donc, une des pistes serait la formation des managers, parce qu'effectivement, il se peut qu'un travailleur soit en souffrance et n'active pas les différentes pistes qui existent à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Il faut savoir aussi que parfois, le travailleur n'est pas vraiment conscient de la difficulté, du niveau de souffrance dans lequel il est. Et donc, c'est parfois intéressant d'ouvrir la discussion avec lui par rapport à ça. Est-ce qu'on peut obliger le travailleur, contraindre le travailleur à un suivi psychologique? Alors, c'est absolument contre toute déontologie de forcer quelqu'un à aller chercher de l'aide, hein, ça c'est certain. Donc, lorsqu'on fait ce type d'activité, on propose évidemment aux travailleurs, hein, ceux qui veulent intervenir, enfin ceux qui veulent participer, ils participent. Et si c'est un travail plutôt sur l'équipe, on explique que les travailleurs ont le choix de livrer ce qu'ils veulent par rapport à leur situation individuelle. Donc non, on ne force pas le suivi psychologique, ou en tout cas on essaye de ne pas le faire. Ça risque d'être contre-productif. Alors par rapport au collaborateur qui se plaint de difficultés mais qui n'accepte aucune piste, je dirais peut-être essayer de valider avec lui, est-ce que lui a des idées par rapport à sa propre situation? Est-ce que lui peut exprimer ce dont il aurait besoin, ce que l'employeur devrait faire, ce que le manager devrait faire pour l'apaiser par rapport à sa souffrance? Alors si à chaque fois c'est non, 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 on peut imaginer de le renvoyer vers des ressources qui permettront peut-être d'éclaircir son idée et ses difficultés et ses besoins, notamment une personne de confiance ou un conseiller en prévention aspects psychosociaux qui pourrait peut-être l'accompagner par rapport à la définition de ce dont il a besoin. Après, si rien de tout ça marche, on doit considérer aussi les travailleurs comme des adultes responsables de leur situation professionnelle et donc aussi force de proposition par rapport aux solutions qui seraient les plus adéquates par rapport à leur situation individuelle. Merci Noémie. Un troisième thème, aujourd'hui on est dans le cadre du télétravail obligatoire. Un jour, il y a une situation quand même qui va revenir à la normale. Comment accompagner les travailleurs, en tout cas on va dire les télétravailleurs, dans le cadre d'un retour au travail progressif? Tu as donné 2 exemples avec la balance. Dans un cas, il y avait un mal-être et dans l'autre cas, il y avait quand même quelqu'un qui se sentait mieux. Comment est-ce que justement pour ces personnes, on envisage le retour au travail progressivement? Merci Aurore pour ta question. C'est une question qui se pose en fait déjà dans les entreprises. Donc je dirais qu'il y a 2 pistes importantes. La première, comme tu l'as dit, il faut que ça soit progressif. Donc contrairement à l'adaptation dans l'autre sens, on a dû du jour au lendemain s'adapter à une situation de télétravail. Ici, il va falloir voir ça comme un projet de changement en tant que tel et accompagner le changement, bien expliquer le pourquoi on rentre dans l'entreprise,
bien accompagner les travailleurs qui auraient des craintes par rapport à ça, être à l'écoute de ces craintes, pouvoir essayer de voir s'il y a des solutions par rapport à ces craintes. Donc pour moi, ça va être un projet qui doit être vu comme un projet de changement majeur et qui doit être absolument progressif. Et donc de le voir vraiment sur une ligne du temps de 3 mois, par exemple, un retour à la normale qui soit vraiment progressif. Au niveau de la gestion des changements, si je dois donner un conseil qui pour moi est le principal, c'est vraiment de bien expliquer pourquoi est-ce qu'on doit retourner à la situation normale, ou en tout cas une situation plus ou moins normale. La première cause de non-réussite d'un changement, c'est le fait qu'on n'ait pas bien expliqué le pourquoi du changement. Et donc, il va falloir accompagner les travailleurs par une communication claire sur le pourquoi et par une écoute des éventuelles résistances. Merci. En effet, ce sera le challenge, je pense, au moment du retour. Une toute dernière question qui est en lien avec le cas pratique de Gisèle. On nous demande si on ne peut pas avoir le problème de cyberbullying de la part du collègue avec qui elle était en conflit au bureau. Alors oui, évidemment, ça pourrait arriver que les problématiques se prolongent au niveau des contacts virtuels, oui. Là, ça n'est pas le cas, hein, en l'occurrence. Donc, la communication je vous l'avais dit, hein, dans le cas de Gisèle, sa fonction est vraiment bien définie. Elle sait ce qu'elle doit faire. Elle n'a pas vraiment besoin de travailler en équipe. Elle s'entendait pas bien avec la collègue avec laquelle elle partageait le bureau, mais elle parvient à travailler en toute autonomie. Donc, pour l'instant, pour elle, ça se passe bien. Parfait, merci beaucoup pour la Merci. présentation, toutes ces interactions et ces questions, ces réponses, c'était très intéressant. Et donc, bien, petit à petit, nous voici arrivés à la fin de ce webinaire. J'espère que celui-ci a répondu à vos attentes et que vous repartirez avec des informations et des conseils que vous pourrez appliquer sur votre lieu de travail. Je pense qu'on en a eu beaucoup et qu'on a quand même à la fois des choses à aller consulter et des choses à mettre en pratique. On a le challenge notamment de Noémie, donc on a vraiment du travail à accomplir. Je voudrais donc remercier ici aussi les orateurs pour leur présentation détaillée et le temps qu'ils nous ont consacré aux questions-réponses. Mais je remercie également mes collègues de l'ombre du SPF Emploi qui ont préparé ce webinaire en très peu de temps et qui ont assuré vraiment très bien les aspects techniques en coulisses. Et enfin, je ne peux pas vous oublier, vous, et je dois absolument vous remercier, vous, les centaines de participants, pour votre attention, pour les questions que vous avez posées, pour toutes les interactions et donc votre présence. Parce que tout ceci, bien, ça témoigne de l'engagement, de votre engagement envers le bien-être de tous les travailleurs en ces temps qui ne sont pas faciles en ce moment. 2 dernières infos avant de vous quitter. Tout d'abord, vous allez recevoir un formulaire d'évaluation par voie électronique. Je vous demande de prendre le temps de le remplir afin que nous puissions mieux répondre à vos besoins et en termes d'amélioration continue, c'est fort important pour nos webinaires et pour tous les événements que nous organisons. Le webinaire est enregistré et il sera très prochainement possible de le revisualiser via notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube du SPF Emploi. Si vous souhaitez revoir le webinaire en néerlandais, lui, il est déjà chargé et déjà visionnable via le site. Et enfin, on vous avait dit au début que les présentations PowerPoint seraient disponibles sur le site événement. Je vous annonce qu'elles sont disponibles, donc vous pouvez déjà aller sur le site événement et aller chercher les présentations pour pouvoir les utiliser. Voilà, encore merci à tous pour votre attention. Je vous souhaite un bon appétit et surtout suivez bien un conseil. Ne restez pas assis à votre bureau, bougez, aérez-vous et allez rechercher le bien-être là où vous pouvez l'avoir dans votre zone d'influence. Voilà, à bientôt. Merci, au revoir.